merci à l'UPN de nous avoir invités et proposé ce partenariat, notamment en lien avec Pascal qui avait pu échanger avec l'UPN. Donc je me présente Nicolas Cottrel, je travaille à De Sèvres Nature Environnement depuis un peu plus de 20 ans et je suis directeur de la structure. Et de mon côté, donc Marc Bruno, chargé de mission entomologie et herpétologie, donc depuis beaucoup moins longtemps, depuis un peu moins de 2 ans. Ouais, ça se voyait qu'il était plus jeune. Ça aurait été compliqué. Donc l'idée c'était de vous présenter aussi très rapidement l'introduction de Sèvres Nature Environnement. Qui connaît déjà un peu de Sèvres Nature Environnement en levant la main? Oui, c'est pas si mal. Donc c'est difficile de résumer de Sèvres Nature Environnement. On pourrait dire que c'est la protection de toute la nature et de tout l'environnement sur tout le département, en dehors des oiseaux, puisqu'on a les copains du groupe Ornitho. Mais une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit un peu. Donc on est une asso donc, agréée protection de la nature et jeunesse éducation populaire, ce qui fait qu'on est agréé pour siéger dans les commissions préfectorales. On est un peu plus de 330 adhérents actuellement, même si on n'a pas le statut de fédération, on est une dizaine d'associations qui adhèrent chez nous. Donc 9 salariés permanents, là actuellement on est plutôt 12, parce qu'on a 3 renforts saisonniers. Et donc pour nous suivre, on a une chaîne Facebook, une chaîne YouTube et 3 sites internet, notamment forcément De Sèvres Nature Environnement. Un site, je vais vous en parler juste après, sur la réserve naturelle régionale qu'on gère. C'est la seule réserve naturelle régionale des Deux-Sèvres et on espère bientôt plus pour très longtemps. Parce que comme je le disais à Simone tout à l'heure, on est presque à l'emplacement d'une future réserve naturelle régionale avec les marais de Galuchet et Boucle de la Sèvre niortaise, portée par la ville de Niort, qui a été validée pas plus tard que la semaine dernière en conseil scientifique. Donc là, à 200 mètres, on sera dans un périmètre protégé. Donc c'est une super nouvelle. Et puis on a un site d'observation participatif. On a 5 champs d'intervention, donc inventorier la biodiversité. Les copains du groupe Ornitho travaillent à peu près sur 400 espèces, nous on est plutôt sur 2200 espèces. Forcément il y a les plantes, déjà ça représente une très grosse partie de tout ça. Et puis après il y a les insectes, qui représentent un gros bout. On a porté 9 atlas, et donc on a un site d'observation participative depuis 2011, c'est nature79.org. On protège les espèces et les habitats, même si en tant qu'association loi 1901, même si on est 300 adhérents et 9 salariés, on n'a pas la capacité à faire, on est plutôt des déclencheurs accompagnateurs. Donc on appuie typiquement la ville de Niort sur son projet de réserve naturelle, le parc du Marais Poitevin, les collectivités, etc. On a contribué à créer une vingtaine de sites SEN, donc c'est la structure la plus opérationnelle du département depuis 20 ans, 30 ans sur la protection de la nature. C'est le conservatoire d'espaces naturels sur le Niortais, des sites connus, c'est facile. Saint-Gelais, la vallée de Liard, ça parle du monde. Ouais. Dans le Pamprousien, à Pamprou, il y a la Côte-Belay, qui est un de leurs sites les plus connus, un site à orchidées avec un sentier pédagogique. Bon, bref. On organise des chantiers participatifs depuis une vingtaine d'années. On a commencé la dynamique sur le marais de Galuchet, puisqu'on est propriétaire, on est grand propriétaire terrien d'un demi-hectare. Donc on gère, une terrée, donc un habitat typique du Marais Poitevin où il faut curer les conches. Ça ressemble à des travaux de bagnards quand on faisait ça, certains y étaient dans la salle. Et puis du coup on anime une opération participative de protection des chauves-souris et on est premier en France, on est pilote sur les refuges chauves-souris. Parce qu'il y a plus de 250 particuliers et collectivités qui sont engagés à protéger les chauves-souris dans leurs bâtiments avec nous. Et on a d'autres opérations, ça ce sont des exemples. Sinon je fais les 2 heures que sur De Sèvres Nature et vous êtes plutôt venus là pour entendre parler des mares. On sensibilise par l'échange, l'idée c'est protéger, enfin c'est inventorier. Une fois qu'on sait ce qu'on a sur le terrain, on protège. Et une fois que c'est protégé seulement, on sensibilise. Donc on fait le calendrier de sortie nature du département, on l'a créé il y a 20 ans. On fait des programmes pédagogiques, on touche à peu près 2000 élèves dans l'année. Et donc on organise une cinquantaine de sorties nature grand public. Là par exemple ce week-end il y a une sortie sur les papillons et les plantes des terrils de Nazier-en-Gâtine. C'est une sortie. Une étude sur les mares. Et aussi sur les mares qui aura lieu à Saint-Romain-des-Champs. Par toi. Pardon. Et puis du coup, forcément, Sèvres Nature Environnement, on travaille sur la protection de la nature et de l'environnement. Donc on intervient sur la lutte contre les atteintes et contribue à animer le débat citoyen. Donc sur tout type de thématiques selon les problématiques du moment et selon les bénévoles qui peuvent porter aussi ces thématiques-là en interne. Donc voilà, urbanisme, agriculture, eau, via des enquêtes publiques, via beaucoup de participation en réunion.
Quand ça dérive sur les atteintes à l'environnement, on fait intervenir la police de la nature, on intervient parfois aussi en justice. Et quand c'est positif, on valorise et on appuie les thématiques qui contribuent à la protection de l'environnement, comme la préservation de l'eau potable, qui est un sujet majeur sur le département. Donc l'idée ce soir, maintenant que je vous ai présenté de Save Nature Environnement, c'est parler de ce qu'est une mare. Les mares du Poitou-Charentes et du département, la dynamique pas très positive de disparition des mares et pourquoi on en est arrivé là. Et puis on finit quand même sur du positif et des perspectives, donc les actions concrètes de protection et de restauration qui ont pu avoir lieu, notamment avec nous. Et je laisse la parole aux spécialistes des mares contemporains, parce que si vous voulez vous reporter aux spécialistes des mares il y a 20 ans à De Save Nature, il y a Simone qui est dans la salle, qui avait levé le premier projet mare. Alors, les mares. Alors, la grande question déjà, c'est quoi une mare? Alors, cette question-là est assez importante. Et est-ce que vous aurez déjà un peu une idée de vous, qu'est-ce que vous donneriez comme définition à qu'est-ce que c'est une mare? Pas de mauvaise réponse. Hein. C'est de l'eau. Ouais. L'eau plutôt à l'économie. Ouais. De l'eau stagnante. Oui, c'est une bonne information. Il y a déjà une de l'eau stagnante, tout à fait. Donc ça, c'est un critère important, justement, pour qualifier une mare. C'est habité. Ouais. Qui ne tarit pas. C'est vrai que naturellement, elle va quand même aller vers ce tarir, hein, vers s'envaser, on va dire, malheureusement. C'est une masse d'eau plus profonde dont on ne voit pas le fond. Il y a un peu comme ça, de profondeur, comme ça, qu'on aurait de profondeur, justement. Si j'ai lu moins de 2 mètres. Ah, ça triche. Et du coup, en termes aussi, peut-être que vous l'avez vu aussi en termes de taille aussi, peut-être aussi, est-ce que vous avez une idée aussi de taille entre, est-ce que ça va faire 100 mètres, 1000 mètres, 5000 mètres? Une dizaine de mètres? Est-ce que c'est vraiment indicateur la taille? Il peut y avoir des grandes mares et des petites mares? Justement, en réalité, il y a plein de définitions possibles de mare. En fait, chaque structure, chaque organisme va avoir sa définition à lui. Donc certains vont dire que ça a une taille de mare de 1000 m², d'autres de 2000, d'autres de 5000. Donc là, ça va vraiment être très variable. Et du coup, c'est sûr que pour nous, en tout cas, à l'association, et même à l'échelle de Poitou-Charentes, on a un peu essayé de se mettre une définition pour qu'on soit tous à peu près d'accord. Donc on est parti sur une taille de 2000. Mais en effet, les tailles sont variables. 2000 Mètres carrés. Maximum. Maximum. Déjà 2000 m² fait quand même grand quand on pense. Et donc souvent, quand on arrive à des masses d'eau qui sont un peu comme ça, très très importantes, ce qui se passe et qu'on trouve beaucoup chez des étangs, qui permet aussi de les différencier, c'est qu'il y a un élément un peu important, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, un système de vidange. Donc entre une mare et un étang, on va avoir justement cette présence de système de vidange. Et l'élément aussi qu'à un moment vous avez... Oui? Pardon, il y a des gens qui me disent, est-ce que vous pouvez utiliser le micro? Ah. Parce que... C'est pas une voix aussi importante. Non, mais on n'est pas tous égaux. 1, 2, 1, 2. Impeccable. Pas de chanson. Hein. Donc j'évoquais, oui, en termes de surface, donc on évoquait les 2000 m². On évoquait aussi le système de vidange. Pardon. Donc dans une mare, on n'a pas de système de vidange, comparé à dans un étang où nous avons un système de vidange. On évoquait aussi tout à l'heure, quelqu'un avait parlé de zones stagnantes. Donc c'est vrai que ça aussi c'est important, donc qu'il n'y ait pas justement d'écoulement d'eau qui soit permanent. Donc par exemple des fois ça peut arriver dans un cours d'eau d'avoir un élargissement un peu du cours d'eau en soi, on n'est pas forcément sur une mare, c'est juste un élargissement. Par contre ça peut arriver très facilement dans des contextes agricoles d'avoir un fossé qui est temporaire du coup, et là du coup ça caractérise bien une mare, quoi. Donc là ça reprend bien les éléments qu'on évoquait, donc l'étendue d'eau stagnante, alimentée, donc oui, en eau pluviale aussi ou phréatique, sans alimentation, et qui ne présente pas de système de vidange. Donc ça, c'est pour nous notre définition d'une mare, même si comme je l'évoquais, il y a plein de définitions qui sont possibles et ça dépend vraiment de chaque structure, de chaque organisme. Alors, les origines et les fonctions.
est-ce que vous avez aussi un peu des idées sur les origines et les fonctions des mares? Donc déjà les origines, un peu. Pourquoi ces mares ont été créées? Et toujours créées même. Bon, par rapport au bétail, Voilà. Les animaux dans l'exploitation, souvent. C'est ça. À bien 95% des cas, ça avait été créé pour cette protection. On la vidait, donc il y avait bien, enfin, j'étais enfant, donc il y avait un système, on la vidait pour la curer, la nettoyer, enfin, curer. Après, oui, ça se fait aussi. De toute façon, une mare, on verra tout à l'heure, on a besoin aussi d'entretien. C'est ce qu'évoquera tout à l'heure par la suite Nicolas. Alors, je m'excuse d'interrompre encore, après j'arrête. Oui. Il y a des gens qui me disent que c'est pas net. Ah, On est tellement trop être dans le noir. Quand tu es en état de partie. Il n'y a pas de mare naturelle? des mares qui sont faites naturellement. Alors oui, ça peut arriver parfois. Donc là, on peut avoir un exemple un peu en à droite. Dans les secteurs de marais Poitevin, par exemple, où en fait, il y a des tempêtes qui arrivent parfois, et du coup, notamment par exemple dans le marais Poitevin, on a beaucoup de peupliers qui vont avoir tendance à coucher les arbres, et donc enlever une grosse quantité de matière qui va permettre d'ailleurs de pouvoir créer des mares, donc qui seront principalement temporaires, mais ça crée des petites mares un peu naturelles. Mais c'est la seule un peu comment dirais, origine naturelle du mare. Autrement, principalement, c'est fait par l'homme. Je laisse les responsables informatiques, électroniques. Donc oui, c'est vrai qu'à un moment vous évoquiez donc, là, le rôle un peu justement pour le bétail, et vous évoquez aussi que les mares après, des fois vous les vidiez, donc ça peut être aussi une origine donc, de l'eau, donc qui sert de réserve d'eau pour les animaux, mais aussi de biorégulateur par exemple aussi pour les crues, qui peut très bien arriver. S'il y a une crue, ça peut permettre aussi parfois de réguler ou d'autres éléments, quoi. Donc aussi de bassin de rétention. Et il y a aussi une autre origine, donc on pense aussi un peu moins, mais qui est plus présente, donc notamment en lien avec par exemple le pinail, si ça vous parle. Ouais, c'est ça. Et donc là-bas, oui, ces mares, elles sont créées en fait pour prélever donc c'est des sortes de carrières, on pourrait dire, quoi, pour prélever des matériaux, quoi. Mais ça reste toujours, bien évidemment, une mare créée par l'homme. C'est ça. Donc les fonctions un peu des mares, donc on l'a un peu évoqué, donc, déjà tout ce qui est l'emmagasinage et la restitution de l'eau. Ça va avoir aussi un rôle important pour tout ce qui va être l'épuration des eaux de pluie, donc en filtrant un peu sur toutes les berges. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir souvent des berges assez végétalisées, et donc pour pouvoir un peu filtrer toutes les particules qui arrivent. C'est aussi un très bon support pédagogique, parce qu'on peut voir plein de choses dans les mares, donc pour faire des animations, pour voir la biodiversité, pour voir le cycle de l'eau, ça peut être plein de choses qui peuvent être vues sur cet élément-là, quoi. Et donc oui, c'est aussi, bien évidemment, une belle fonction de réservoir de biodiversité, parce que dedans, on trouve plein d'espèces, dont des espèces qui sont même inféodées parfois aux mares, quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou même des remarques, des choses que vous pensez aussi. Je voudrais savoir, en fonction de la nature du sol, est-ce qu'il y a des endroits où il n'y en a pas du tout, ce serait impossible? Alors oui, c'est vrai que la nature du sol va être importante, parce que c'est principalement dans les secteurs argileux, où là l'eau va plus facilement rester que dans d'autres secteurs, où là elle va plus facilement s'infiltrer, et donc les mares vont moins rester en eau, quoi. Et du coup, on peut très vite arriver à des mares dans ce cas qui seront plutôt temporaires, quoi. Globalement, sur la partie calcaire des Deux-Sèvres, les mares sont quasiment inexistantes. Et on a par exemple sur toute la forêt de Chisolnay, les seules mares qui existent, ce sont des mares bétonnées, faites par les chasseurs notamment pour les sangliers. Les sangliers et chevreuils. Mais sinon, il n'y a pas de mare naturelle sur toute la sylve d'Argenson en Deux-Sèvres. Ouais, c'est très calcaire, oui. Surtout l'argile est à quelques centimètres de profondeur, donc pas suffisant pour retenir de l'eau. Ouais. Et si le sol en place est très proche et très dur, du coup,
je sais pas, il y a des raisons en Bretagne où ça peut être impossible aussi. On est au début du massif armoricain, on ne va pas jusqu'à la Bretagne. En Normandie, il y en a pas Oui. tous les champs. Globalement. Donc on a typiquement oui sur des zones chez nous de chirons granitiques où on a des dalles rocheuses très proches ou sur la vallée de l'Argenton, oui, vallée de l'Argenton, oui. On a quasiment pas de mare. Mais parfois à force l'eau elle est têtue et elle arrive à creuser la roche et à faire des petites mares temporaires qu'on appelle d'ailleurs dans ces cas de figure des mares temporaires méditerranéennes, une flore très particulière qu'on ne retrouve qu'ici en Deux-Sèvres. La zone la plus chaude des Deux-Sèvres c'est plutôt le cercle de Sonneuil au-dessus d'Hervaux. Mais on a des milieux méditerranéens à droite à gauche, et puis plus ça va aller, plus on en aura. Donc oui, j'en reviens à ce fameux rôle aussi de réservoir biologique. Donc ces mares, elles servent à beaucoup d'espèces. Donc déjà, on pense souvent, quand on parle mare, à tous les amphibiens qu'on entend chanter, aussi bien voir des étangs que des lacs, et que des mares. Donc on en voit un peu des petites panoplies, donc ces amphibiens qui viennent s'y reproduire notamment durant leur phase aquatique, et donc comme on le voit ici, pondre, donc là avec un exemple de ponte de pélodie, donc un petit crapaud qui est juste à côté, ou encore des pontes comme juste au-dessus de tritons, donc on voit un peu moins facilement donc dans la végétation aquatique, donc tout en haut à gauche là avec un exemple de triton marbré. Donc ça ce sont des éléments essentiels pour eux. S'il n'y aurait pas ces mares, malheureusement ils ne pourraient pas forcément se reproduire, quoi. Et donc plus on a des densités importantes de mares aussi, plus c'est intéressant pour eux. Il y a bien évidemment aussi les libellules. Donc les libellules, c'est pareil, elles ont besoin aussi d'un moment de mare, donc pour justement avoir leurs larves qui sont à l'intérieur, où elles y passent d'ailleurs plusieurs années. Donc elles ont besoin de ces mares pour pouvoir se reproduire. Alors après, certaines espèces ont plus de cours d'eau, certaines espèces vont plutôt être des milieux stagnants. Mais par exemple là, en ce moment, on commence à avoir les premières libellules, comme en haut à gauche, les libellules déprimées qui commencent à sortir. Et là, en ce moment, on commence à trouver les petites exuvies sur la végétation à la sortie des mares, quoi. C'est vraiment un élément important pour tout ça. Et c'est aussi un élément important pour toute aussi la faune aquatique. Donc je pense qu'on a tous un peu regardé quand on était enfant, toutes les petites espèces, les nets d'eau, tout ce qui est un peu qui vit dans la mare. Il y a plein de choses à regarder, quoi. Et ça aussi en lien avec les plantes. Alors moi je suis fauniste, donc je vais laisser la parole à Nicolas qui connaît plus les plantes que moi. Mais assez limité, il ne faut pas me demander un nom latin. Globalement, c'est à l'image de petit dessin en haut à gauche, on a autant de diversité de plantes sur une mare qu'on a des faciès de berges. Si on a des berges abruptes sur une mare, d'ailleurs c'est pareil pour un étang, on n'aura quasiment pas de ceinture de végétation tout le long de la mare. Et si on a des... On voit sur le haut des berges, généralement, on a tout ce qui est cortège de joncs. Après, on peut avoir des iris, des menthes. Typiquement, la photo de pont de triton qu'a montré Marc. Les tritons femelles pondent les œufs un par un et mettent leur œuf au milieu d'une d'une feuille de plante de menthe, typiquement. Elle la plie en deux, puis elle passe à la feuille suivante. C'est vraiment magnifique à voir. Et puis, donc, on a forcément toutes les plantes qu'on va appeler le cortège des roselières, les plantes qui aiment bien avoir les pieds dans l'eau, mais qui peuvent supporter être à sec. Et puis après, on a les plantes qui sont vraiment dans le cœur de la mare, donc des herbiers qui peuvent être enracinés ou flottants. Et on a notamment toute la famille des renoncules aquatiques. Donc là, par exemple, la photo en bas à droite, c'est une espèce qui n'avait pas été revue en Deux-Sèvres depuis 120 ans, qu'on a redécouvert il y a 3 semaines à Saint-Marc-la-Bande. La renoncule tripartite. Si ça fait une émotion à quelqu'un, peut-être que... Mais moi, ça ne me fait pas beaucoup comme ça. Mais en tout cas, les botanistes étaient tout émus quand ils ont vu la plante. Et l'autre espèce, donc, qui ressemble un peu à... Les feuilles, c'est un potamo, la fleur, bon voilà, c'est quasiment une renoncule. C'est du flutonageant, c'est une espèce protégée d'intérêt européen. On n'en a que 5 sur le département, des espèces qui ont ce statut-là. Et ça a été redécouvert il y a 6-7 ans par un bénévole qui prospectait autour de Parthenay dans des mares. L'espèce n'avait pas été revue pareil depuis la fin du 19e siècle. Et pas de chance pour l'Adréal et la ville, ça a été trouvé en plein sur le tracé de la rocade de Parthenay. Donc, typiquement, notre rôle en tant qu'assaut de protection de la nature, on fait le lien entre nature et environnement. On a envoyé un courrier avec l'accusé de réception à l'État, à la collectivité qui portait le projet de rocade pour leur dire attention, vous avez une espèce protégée, il faudra la prendre en compte. Et on a fait un programme d'accompagnement des agriculteurs, parce que c'est grâce aux mares agricoles et à l'élevage que ces espèces sont présentes. Donc on a valorisé cela avec eux. Oui, je parle bien des plantes. Une question
les mares sont aussi envahies par la Jussie? Ça peut. Ça peut. C'est plutôt les milieux courants. Ça se retrouve assez peu en milieu stagnant, sauf avec les déplacements de canards, de hérons, qui peuvent déplacer des petits brins de Jussie dans lesquels elles s'installent. Et on commence même à avoir, malheureusement, en Vendée, des herbiers de Jussie qui se développent sur les prairies temporaires inondées. Et en fait, elles s'adaptent. Et c'est une nouvelle forme, et sur prairies inondées, c'est moins facile à arracher. Ouais. Comment une plante qui a disparu comme ça aussi longtemps revient? C'était dans la banque de semences du sol. Et en fait, alors déjà potentiellement il était là depuis 10-20 ans, on ne l'avait pas vu. Hein, parce que concrètement, Marc et moi, on serait passé à côté, on n'aurait pas été émus comme les botanistes. On n'aurait pas compris ce que c'était. Et puis après, il y a la magie du sol en fait. Hein. Les semences sont stockées, elles peuvent rester des années, des milliers d'années. D'ailleurs, il y a une science là-dessus, hein, l'étude des pollens et des graines dans les sols. Et là récemment, sur la réserve naturelle qu'on gère à Saint-Marc-la-Lande, M. Delitardière l'avait observé en début 20e siècle. On a eu une pression d'observation pendant 15 ans sur le site, c'est pas possible qu'on soit passé à côté. Le collègue a réouvert une mare, donc c'était une zone de buisson de saules. Il y avait une toute petite dépression temporaire, on savait qu'il y avait une mare historiquement là. Il a débroussaillé les saules, il a recreusé la mare. L'année d'après, il y avait du flûteau-nageant. Donc après, ça dépend aussi des modalités de gestion. Le flûteau-nageant, il aime bien des milieux un peu pionniers. À un moment, il faut que ce soit décapé. C'est l'intérêt typiquement qu'il y ait des vaches qui s'abreuvent dans la mare. S'il n'y a pas de vaches qui s'abreuvent dedans, à force de passer avec les sabots et créer des micro-perturbations dans le sol, et ça peut réveiller une partie de la banque de semences qui dort dans le sol. C'est la magie de la nature. Il y avait une question en haut? Bah, c'était là. Ah, ben voilà. 2 pour le prix d'un. Parfait. Et je rebondis aussi sur ce qu'avait un peu évoqué Nicolas, sur tout ce qui était les tritons là, qui pondaient justement dans la végétation. Ce qu'on voit aussi beaucoup ces derniers temps, c'est des mares qui s'assèchent malheureusement, les niveaux d'eau baissent grandement. Mais pour autant, alors c'est vrai que c'est triste, mais cet assèchement peut aussi parfois être intéressant. Par exemple, on peut avoir de la végétation qui va repousser, alors la végétation plutôt terrestre. Alors j'appellerais ça de l'herbe moi personnellement, vu que je ne travaille toujours pas très loin en botanique. Et du coup qui va se développer sur les berges un peu plus en rentrant. Et lorsque les saisons d'hiver, de printemps, hiver automnal vont arriver et que les mares vont se remplir, toute cette végétation va se retrouver les pieds dans l'eau. Et c'est à ce moment-là qu'elle peut par exemple servir de très bon support de ponte pour justement tous ces tritons. Donc ça a des avantages comme ça peut avoir des désavantages. C'est aussi important de le signaler. Alors là, il va falloir que je fasse attention à ce que je dis, sinon je vais me faire engueuler par Simone. Non, elle n'engueule pas Simone. Ouf quoi. Elle a été prof, les profs n'engueulent pas. Alors donc oui, ce premier programme Marc a été mené entre 1998 et 2002. Et pour nous, c'est donc un programme Poitou-Charentais. Et il a été relancé donc maintenant depuis l'année dernière, donc pour 2022 à 2024, car c'est quand même une thématique qui est très importante, quoi. Et on a repris un peu une partie des objectifs qui étaient réalisés auparavant. Donc de caractériser notamment et recenser les mares. Et nous maintenant, la chance qu'on a, c'est que la technologie s'est pas mal développée depuis une vingtaine d'années. Donc on a pu créer un outil visuel des mares en Poitou-Charentes, sachant qu'à l'époque, l'informatique était beaucoup moins développée. Rien que les gens n'avaient pas beaucoup tout ce qui était les SIG, donc les systèmes de cartographie qu'on n'avait pas encore à cette époque-là encore. Donc ça permet de l'utiliser. On a aussi toujours cette partie un peu de former du monde à justement l'utilisation de ces nouveaux outils et aussi à l'intérêt des mares, donc qu'est-ce qu'elles apportent. Et donc d'accompagner aussi des particuliers, des communes, des privés, des exploitants agricoles à justement créer ou restaurer des mares au sein de leur propriété, quoi. Ça c'est aussi un élément important et qu'on verra aussi tout à l'heure avec Nicolas. Hop. Alors ce programme, donc, comme je disais, il était parti pour 3 ans. Donc, ce qui me paraît le plus important pour démarrer, c'est d'abord de recenser les mares, donc justement sur des cartes, donc pour voir un peu où elles sont, combien il y en a à peu près, comment elles sont situées, de façon à après derrière pouvoir lancer cette plateforme que je réaborderai par la suite. Et ensuite donc de pouvoir un peu mener un travail de caractérisation des mares, donc pour ces mares qui sont présentes, dans quel état elles sont, former du monde aussi à dans quel état elles sont, et faire des procédures d'accompagnement, donc comme j'expliquais tout à l'heure, pour les exploitants agricoles, les collectivités ou autres. Et
Donc on parle de caractérisation de mares, mais c'est principalement des caractéristiques de typologie, donc les tailles ou autres. Mais on a aussi une partie un peu plus inventaire, faunistique et floristique, donc pour justement un peu voir la faune et la flore des mares comparées à 20 ans auparavant, comment elle a évolué. Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'espèces, qu'il y a beaucoup moins d'espèces ou autre. Ça sert d'échantillon. Donc pour revenir un peu au point de l'inventaire des mares, donc, alors les mares pour les repérer c'est pas toujours évident, donc pour ça on a besoin de croiser pas mal d'éléments, donc notamment on croise des fonds satellites, donc comme on peut le voir à droite, on croise aussi avec les cartes un peu IGN, et aussi avec des fois des informations qu'on peut récupérer de près d'autres organismes qui ont déjà un peu mené des inventaires sur les zones humides ou autres, qui peuvent nous permettre d'avoir des informations sur ces mares. Et tout ça, ça nous permet, en regardant tout cet ensemble, de pointer tout l'ensemble des mares qu'on avait dans le département. Donc un petit travail de fourmi, ça paraît pas, mais il y en a quand même beaucoup. Et à la suite de tout ça, on aboutit à une première carte qui nous permet un peu de voir où sont un peu recensés. Alors, c'est vrai que j'évoque souvent le terme mare, mais là ce serait plutôt des points d'eau, parce qu'en réalité, c'est juste des pointages qui ont été faits en regardant des photos satellites, des cartes IGN, donc on ne sait pas forcément est-ce que c'est réellement déjà des mares, ou est-ce qu'en réalité il y a peut-être un système de vidange, comme j'évoquais tout à l'heure, et dans ce cas c'est plus une mare. Donc là ça reste encore des éléments à vérifier. Mais on voit sur cette carte un peu la densité des mares suivant les communautés de communes, et on voit des densités bien évidemment très importantes dans le secteur du Bressuire, donc de Parthenay, donc tout le secteur de Gâtine. Et pourquoi bien évidemment en Gâtine? Voilà, et il y a aussi toute la notion d'élevage, donc justement, ils mettent tous les animaux, donc automatiquement ils font leur petit point d'abreuvement. Et c'est pour ça qu'on est dans les territoires avec les plus fortes densités de mares à l'échelle même française. On voit notre petit département, et là on voit bien aussi sur cette carte la bande bleue là, qui traverse de Gâtine, en gros, le département, quoi. Avec plus au nord-est les plaines du Thouarcé, et plus dans le sud, le Mélois, où là on le voit aussi avec cette carte-là que bien évidemment il y a beaucoup moins de mares, quoi. Et sachant qu'on voit aussi qu'on a des densités à l'hectare, alors là je pense que oui, ça paraîtrait un peu petit pour vous, mais on voit que dans les communautés de communes de Parthenay-Gâtine ou encore du Val de Gâtine, on a des densités de quasiment 5 mares aux 100 hectares, ce qui est relativement convenable aussi pour permettre d'assurer du déplacement aussi avec par exemple les espèces d'amphibiens. Les espèces d'amphibiens, pour qu'ils puissent coloniser d'autres mares ou pour faire des déplacements, c'est beaucoup plus favorable pour eux, donc c'est aussi un très bon point. Comparé à des secteurs comme par exemple ici dans le Niortais, où là on est à peine à une mare aux 100 hectares. Donc on voit quand même que c'est divisé par 5, quoi. Sachant que c'est proportionnel aussi, voilà, c'est bien proportionnel à la taille, quoi. Alors du coup, de tout ça, on a lancé une plateforme mare à l'échelle régionale, donc qui permet un peu de recenser et caractériser les mares. Donc, sachant que dedans, il y en a peut-être même que nous, on n'a pas encore observé, parce qu'on a intégré tous nos petits pointages de mares qu'on avait trouvés, mais bien évidemment, on en a peut-être oublié, notamment par exemple dans les boisements, où les boisements qui sont avec toute la canopée au-dessus, on n'arrive pas forcément à voir ce qu'il y a réellement en dessous, et ça se trouve, en réalité, il y a une mare qui peut s'y cacher. Et donc là, c'est l'occasion de pouvoir un peu caractériser les mares qui sont proches aussi de chez vous déjà référencées, ou aussi de caractériser les mares donc dans certains secteurs géographiques, car comme on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de mares quand même. En globalité, ça représente quand même 19 500 pointages, c'est quand même assez colossal, donc c'est sûr que c'est pas possible d'aller caractériser les mares partout, quoi. Donc on cible des secteurs justement qui ont été ciblés à l'époque aussi par Simone, les mailles qu'on appelle ça, et qu'on verra justement tout à l'heure aussi. Alors là on lit pas, mais bon là c'est pour vous montrer un peu le formulaire qui peut être utilisé pour la plateforme mare. Donc il y a plein d'éléments qui vont être pris en compte. Donc bien évidemment toutes un peu les informations plutôt nom, prénom et ainsi de suite.
Mais après, on va renseigner, par exemple, les fonds de la mare, est-ce qu'il est en béton, en plastique, en terre, maçonné, ou alors qu'on ne le sait pas, les surfaces. L'objectif, c'est que ce soit aussi rapide à saisir, donc on n'y passe pas non plus une demi-heure sur une mare. Souvent, quand on a l'habitude, il y a certaines personnes, je sais, qui ont déjà participé en plus à des formations, en 5-10 minutes, on arrive à peu près à caractériser la mare rapidement. Soit avec une feuille, soit directement avec la plateforme sur un téléphone ou une tablette, quoi. Et donc après, oui, donc il y a tout un tas de critères qui sont pris en compte, donc aussi les fonctions, à quoi va servir cette mare, est-ce qu'on a vu des choses, des dysfonctionnements. Et donc de tout ça, ça nous permet de veiller un peu sur l'état de santé des mares. Donc par exemple, on pourra voir, si vous dites qu'il y a souvent un comblement, un embroussaillement plutôt, eh on voit que les mares, n'importe quoi, dans un secteur, il y aura 80% de mares qui sont embroussaillées. Donc on voit que les étages sont dans un mauvais état de santé et que globalement, il y en a beaucoup qui seraient à avoir des actions de débroussaillage, quoi. Et nous, ça nous permet aussi de voir un peu la typologie des mares, comment elles sont à l'échelle globale des Deux-Sèvres, mais aussi du Poitou-Charentes, puis on reste sur un programme Poitou-Charentais, de voir un peu leur état, quoi. Alors tout à l'heure, j'évoquais ces fameuses mailles, donc c'est des mailles qui ont été prospectées donc, justement entre 1998 et 2002, donc il y en avait 8. Alors on avait justement essayé, ils avaient plutôt, parce que j'étais pas là à l'époque, mais essayé à mon avis de les répartir un peu partout dans le département pour avoir différents contextes. Donc on envoie vers Bressuire, donc tout en haut à gauche, ou encore vers Thouars tout en haut à droite, mais aussi vers le Mélois ou autre. Et donc là, c'est des secteurs que nous on cible principalement, parce que comme je l'évoquais, il y a beaucoup de mares à vérifier. On ne peut pas regarder partout comment elles sont, est-ce qu'elles existent, dans quel état elles sont. Donc pour avoir des informations, on cible sur quelques secteurs précis qui permet de comparer entre ce que ça donnait il y a 20 ans et ce que ça donne maintenant dans ces secteurs-là en particulier. Donc c'est là où, par exemple, dans notre cas concret, on ne se situe pas très loin de la maille, par exemple, de Coulon-Sensé. Et donc c'est sûr que c'est un gros travail d'inventaire à mener, et du coup c'est pour ça qu'on essaie de trouver un peu du monde qui serait intéressé par cette thématique. Donc on organise des formations un peu, comme on peut le voir aussi sur les photos en bas à gauche ou à droite, donc sur cette thématique-là. Et après, pourquoi pas même créer un réseau de bénévoles aussi, on pourrait appeler ça des ambassadeurs mares, donc qui pourraient être un peu référents de mares dans certains secteurs géographiques, sur certaines mares en particulier. Et donc là, on a aussi tout un travail de pouvoir encourager le plus grand nombre à saisir sur cette plateforme-là. Donc aussi bien les mares qui n'ont pas été pointées, ou encore des nouvelles mares. Voir aussi du coup, ces mares-là, et après, si même vous n'êtes pas à proximité d'une maille, ça peut être aussi très bien intéressant de voir autour de chez vous, est-ce qu'il y a réellement ces mares. Et ça peut être aussi l'occasion d'aller regarder, est-ce que vous observez des amphibiens, des grenouilles, du coup, des libellules, des plantes ou autres. C'est un peu pour tout ce programme est aussi là pour un peu montrer l'intérêt des mares et aussi susciter un peu d'intérêt à cette thématique-là. Et aussi, pourquoi pas derrière aussi, certaines personnes pourraient se dire pourquoi pas créer ou restaurer une mare au sein de chez moi que j'aurais. Et si aussi, voilà, vous avez des informations aussi, n'hésitez pas à nous signaler des mares que vous avez. Ah, d'accord. Alors, les causes de disparition et de destruction des mares. Alors, il y a deux grandes causes. Donc, il y a des causes qui sont plutôt naturelles et il y a les causes qui sont plutôt artificielles. Alors, pour les causes plutôt naturelles, donc là, vous avez un peu des images, mais qu'est-ce qui vous viendrait un peu en tête, plutôt qu'est-ce qui pourrait arriver naturellement pour une mare? Les comblés pour élargir le bout. L'emprise de la végétation. Ouais, tout à fait. Qui se développe beaucoup et du coup qui à force, comme on le voit un peu sur même les deux photos au-dessus, la végétation se développe et du coup il n'y a plus de lumière qui arrive sur la mare. Et qu'est-ce que justement cette végétation elle va avoir aussi comme impact, par exemple? Ça la rend invisible. Oui. Oui, ça va la sécher, tout à fait. Et quand on va être dans le cas d'arbres notamment, qui va avoir une période où ils vont perdre toutes leurs feuilles aussi,
Voilà, du coup ça va tout se déposer au fond de la mare et donc ça va accentuer encore plus le phénomène naturel d'une mare qui est qu'elle s'envase. Et c'est pour ça qu'on a régulièrement besoin d'entretenir les mares, donc déjà en limitant la colonisation des végétations autour pour pas trop que ça après cache le soleil, parce que justement le soleil est aussi important pour les mares, ceci on le verra tout à l'heure dans les actions de création-restauration. Et donc après, toute cette végétation va tomber au fond, va faire de la vase, et plus la vase va être importante, et à force, la mare va totalement s'assécher et va disparaître, quoi. Donc ça, c'est les causes naturelles. Donc notamment dans certains secteurs, on estime qu'il y avait bien plus de mares, parce que dans les années 1950, depuis 1950, on estime qu'il y a à peu près 90% des mares qui ont disparu en France, c'est quand même très important. Mais le problème, c'est que les types de cultures ont changé. Donc avant, on avait plein de petites parcelles. Maintenant, on a regroupé dans les parcelles. Donc là, déjà, on les a plutôt enlevées. Mais des fois, on n'avait plus forcément aussi d'utilité de notre mare. Donc à quoi bon entretenir la mare si en fait, on ne fait pas pâturer du bétail dedans? Donc les mares sont laissées comme ça. Et la mare, naturellement, elle va se refermer. Et après, donc oui, on a aussi, comme j'expliquais, les parcelles, quand elles ont été toutes reméandrées, il y a ces dernières décennies, des fois on avait une mare au milieu, mais bon, avant on était dans un système un peu plus de prairies. Maintenant on veut plutôt mettre de la grande culture. Qu'est-ce qu'on va faire? Du coup on va plutôt enlever la mare pour pouvoir derrière, par exemple, cultiver des champs, quoi. C'est ce qu'on voit bien sur les photos de gauche, où là, vous voyez, c'est un bénévole qui est passé dernièrement. Donc sur les photos aériennes, vous voyez le petit point noir un peu ici, parce que je pense que ça va être juste noir à votre distance. Donc c'était historiquement une mare. Et en fait, quand il y est passé, en réalité, il n'y avait plus rien, c'était une prairie. Donc, alors là, est-ce qu'elle a été comblée naturellement et que depuis il l'a recultivée, ou alors il l'a juste bouchée pour pouvoir regagner un terrain? C'est aussi une grande possibilité. Et après, le gros problème qu'il y a aussi, c'est on a un trou, qu'est-ce qu'on en fait? J'ai des déchets, je sais pas trop, on va les mettre dedans. Et ça, malheureusement, c'est ce qui arrive aussi très souvent. Donc, c'est les mares qui servent de déchets. Donc dans ces cas-là, c'est malheureusement bien triste. Il ne faut pas hésiter aussi à les signaler, ces actions-là. Donc là, je pense à Pascal qui est tout là-haut, qui travaille pas mal sur la thématique de les sentinelles de la nature. Donc n'hésitez pas, quand vous avez comme ça des dépôts de déchets, à les signaler sur cette plateforme. Donc Sentinelle de la nature qui permet de référencer quand il y a comme ça des atteintes à l'environnement. On voit un peu ce qu'il en est sur les grandes menaces qui pèsent sur les mares. Je me lance. Il y a eu l'année dernière un stagiaire au sein de l'association qui a travaillé sur la dynamique un peu plus des mares dans les Deux-Sèvres, et notamment dans le territoire de Gâtine. Donc ça a été initié en 2010, et donc ça concernait pas mal de mares. Et ce que ça nous a permis de voir, qu'entre 2002 et 2018, c'est quand même assez récent, on observe encore une perte de 20% des mares, ce qui montre que même encore ces dernières années, il y a encore des mares qui malheureusement disparaissent, alors que justement, on voyait qu'avant, il y en avait entre 30 et 50% qui avaient disparu entre les années 1950 et 2018, donc là, plus en lien, notamment à cette époque-là, avec le remembrement, quoi. Ça nous a permis aussi de voir pourquoi aussi elles ont disparu. Et ce qu'on observe principalement, c'est que 63% du coup, des mares qui ont été bouchées, c'était dans une parcelle avec une vocation céréalière. Donc on en revient un peu à ce qu'on évoquait tout à l'heure dans les menaces. Les mares, elles n'ont plus forcément d'intérêt vu qu'on va faire de la culture, donc on va les enlever pour gagner un peu d'espace de terre arable à cultiver, quoi. On a aussi remarqué quelque chose qui n'était pas des moindres, c'est un triplement de l'envasement sur les mares. Donc entre 2010 et 2022, donc ça a été même passé de 8 cm de vase à 24 cm de vase. Donc en fait, ce 8 à 24 cm de vase montre que en fait, les mares sont de moins en moins entretenues, parce que des mares ont besoin d'être curées, idéalement tous les à peu près 10 ans, ou même parfois un peu plus. Et si ces mares ne sont pas curées, elles vont au fur et à mesure s'envaser et au fur et à mesure disparaître. Donc c'est là où on observe qu'il y a quand même une bonne partie des mares qui sont déjà bouchées
pour pouvoir avoir des vocations céréalières, et une autre partie, malheureusement, est en défaut d'entretien, et l'envasement commence de plus en plus à se faire. Fort heureusement encore, on voit quand même que parmi, parce qu'on va quand même terminer un peu sur le positif, il y en a quand même beaucoup qui sont dans des contextes prairiales, donc 65% sont en contexte prairial, donc on voit bien justement cette notion d'abreuvement des animaux, parce que justement dans tout l'ensemble, il y en a 68 qui servent justement à l'abreuvement des animaux. Donc on garde toujours cette fonction d'abreuvement des animaux qui est la fonction principale des mares, notamment dans ces secteurs-là, quoi. Et on l'espère encore pendant très longtemps, par les agriculteurs. Là, je vais... On n'est pas sur des plantes. Oui, pourtant, on va sur les plantes. Mais j'ai déjà séché sur la dernière soirée. C'est vrai que c'était moi qui étais prévu. Donc sur cette étude-là, Marc, notre stagiaire de l'année dernière, a à la fois relevé les caractéristiques des mares et tout ce qu'a évoqué, Marc, mais celui-ci Bruno. Et donc du coup, la moitié de son stage était diurne, l'autre moitié était nocturne, puisque les inventaires amphibiens se font de nuit. Donc sur les 13 espèces qu'il a observées, 9 sont en régression. On voit d'ailleurs des chiffres avec des moins 100%, moins 75%, donc c'est quand même les modifications sont quand même majeures. Avec même des espèces très communes et très adaptables comme la grenouille commune, on est passé de 48 mares occupées en 2007 à 12 mares en 2002. Donc on a une dynamique qui est très mauvaise, hein. C'est en lien avec le taux d'envasement, avec la réutilisation, et puis la disparition de certaines des mares qu'elle occupait. Très peu d'espèces n'ont pas évolué, c'est le cas de la grenouille rayeuse qui est une espèce introduite, c'est typiquement l'espèce qui a été introduite pour la consommation d'éclisses. C'est le plus gros de nos amphibiens, il fait 15 cm du museau au cloaque. Et puis on a quelques espèces qui ont un peu progressé, c'est le crapaud épineux qui s'adapte très bien, et c'est aussi l'une des rares espèces qui supporte le poisson, ou en tout cas qui n'est pas assez appétant pour le poisson. Ses pontes et ses têtards ne sont pas consommés, alors que quasiment tous les autres amphibiens sont en menu. Et le Xenoplis, est-ce que quelqu'un avait déjà entendu parler de ce nom? Est-ce qu'on a quelqu'un du Nord de Sèvres dans cette salle? Pas du tout? Personne n'a fait d'études en labo, CNRS, d'études de biologie, tout ça? C'est la 3e espèce la plus élevée dans le monde, puisqu'elle sert de modèle de recherche. C'est un crapaud originaire d'Afrique du Sud, qui a la particularité de ne pas avoir de pupille, de langue, et qui a des organes sensoriels sur les flancs. Alors je vois déjà des dames qui grimacent, et pourtant, c'était une espèce qui était très appréciée puisqu'elle servait de test de grossesse pendant très longtemps. Quand on injectait de l'urine de femmes qu'on pensait enceintes dans une femelle de Xénops, si elle pondait sous 48 heures, je crois, l'espèce accouchait. Bon, forcément, il ne s'était pas fertilisé, il n'y a pas de mal, mais en tout cas, elle pondait, ça déclenchait la ponte. Et donc, on avait un centre d'élevage à Bouillé-Saint-Paul, sur la vallée de l'Argenton, qui alimentait le CNRS. Et quand il a fermé, on ne sait pas si c'est relâché naturel ou volontaire, mais en tout cas, des individus se sont retrouvés dans la nature, avec ses organes sensoriels sur les flancs. Et c'est une espèce qui vit plutôt dans le fond de la vase, on a mis très longtemps à la détecter. Ça a été détecté pour la première fois dans les années 90. Malheureusement, elle progresse de 1 à 2 km par an. Et sur une mare classique, donc les mares classiques chez nous c'est 50-100 mètres carrés, hein, il ne faut pas toutes 2000 mètres carrés. On peut avoir jusqu'à 300 à 500 individus qui sont dedans. Donc la pression trophique, la pression alimentaire dans le milieu est telle qu'on n'a plus de renouvellement des insectes aquatiques. Les amphibiens, ça ne va pas jusqu'à manger un triton de marbré adulte, mais par contre toutes les pontes, tous les jeunes sont consommés. Et si un amphibien ne se reproduit pas, on va dire qu'une reproduction est efficiente au moins tous les 3 à 5 ans, l'espèce finit par disparaître. Donc là, du coup, on avait des mares où on trouvait 300 à 500 individus, il n'y avait pas grand-chose d'autre qu'on trouvait dans les points d'eau. Et donc là, elle est arrivée, donc elle était à Bouillé-Saint-Paul, elle est arrivée du côté de Saint-Varan et jusqu'à Montcoutan. Et comme elle se déplace à la fois sur terre, mais aussi dans les cours d'eau, l'Argenton est un affluent du Touet, qui lui-même est un affluent de la Loire. Donc ça arrivait jusqu'à Nantes. Donc comment un point d'espèce, enfin une espèce exotique envahissante peut rapidement coloniser un milieu, hein. L'arrivée de l'écrevisse de Louisiane dans le Marais poitevin, un salarié du parc a trouvé des gens qui arrivaient de Sologne, qui en avaient assez de faire les déplacements en Sologne pour aller pêcher l'espèce. Ils étaient arrivés avec plein de sacs de jute qu'ils ont jetés dans le Mignon. Comme l'espèce est très adaptable et que le milieu est dégradé, une espèce exotique envahissante n'a réellement un impact que si sur le milieu est dégradé. Vous lâchez
je sais pas comment, un chevreuil au milieu de la forêt amazonienne, elle pourrait potentiellement devenir une espèce invasive. Mais si le milieu est en bon état et en capacité de réagir et ses chaînes alimentaires sont complètes, l'espèce exotique ne peut pas s'implanter et encore moins devenir envahissante. Donc c'est là où ça rejoint aussi le cycle. On a des chaînes alimentaires et des milieux qui sont assez dégradés. Et puis les tritons, bah voilà, triton palmé qui est une espèce qui est très très adaptable, au moins 30%, et le triton crêté qui est pourtant pas très commun. On l'avait que sur 5 mares sur 79, mais on l'avait plus que sur une mare. Alors, mais du coup, il n'y a pas de sauvegarde d'amphibiens sans sauvegarde des mares et sans sauvegarde du bocage. Un bocage, comme le dit notre collègue Alexandre Boissineau, qui est conservateur de la réserve naturelle qu'on a créée et qu'on gère, il parle d'éco-complexe bocager. C'est une matrice paysagère qui est complète. Souvent, le bocage, on demande à des personnes la définition d'un bocage, c'est des haies. Non, il y a aussi des prairies, il y a des mares, il y a des bosquets. Et les cultures font historiquement partie aussi de la matrice du paysage de bocage, puisque les agriculteurs ont toujours eu besoin de quelques cultures pour alimenter les cochons, les poules, etc. Et faire du blé. Et du coup, c'est typiquement l'illustration des 3 grandes phases de protection de la nature en France. Dans les années 70, on a commencé à protéger les espèces, parce que jusque dans les années 70, tirer une loutre, clouer une tête d'effraie sur sa porte de grange, c'était complètement autorisé. Donc en 76, des premiers grands textes de protection des espèces. Mais protéger une espèce sans protéger son milieu, elle ne va pas vivre longtemps. Donc typiquement, les amphibiens sont protégés depuis 76. Depuis les années 90, les zones humides sont protégées par les textes de loi. Mais du coup, typiquement, les mares, qui sont une des zones humides les plus communes de notre quotidien, sont protégées. Mais si la mare elle est isolée dans une zone industrielle de 500 hectares bétonnés ou dans un champ de maïs de 100 hectares, elle est elle-même condamnée. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Marc. Il a été démontré qu'une densité idéale, c'est 4 mares pour 100 hectares, mais dans un paysage qui est perméable pour le déplacement des espèces. Un amphibien, c'est un organisme vivant comme nous, et il faut du brassage génétique. Donc si les amphibiens ne peuvent pas se déplacer de mare en mare et les brasser génétiquement, forcément les populations seront condamnées. Donc forcément, si on veut préserver le bocage, il n'y a pas de solution, c'est la sauvegarde de l'élevage, et c'est pour ça qu'il y a typiquement des projets comme le parc naturel régional de Gâtine, même le parc du Marais Poitevin travaille beaucoup sur cette thématique-là. Élevage à l'herbe, maintenant on est obligé de préciser. De la primogène qui reste toute l'année en stabule et qui est nourrie de soja brésilien, bon, j'appelle pas ça de l'élevage. Ce qui veut dire que si on est végétarien, on ne va pas sauver les grenouilles ni les crapauds dans les mares. Non. Ça va, c'est bon. Merci Dominique pour le... Non, mais c'est vrai que forcément, et puis il n'y a plus de race animale domestique s'il n'y a plus d'élevage et il n'y a plus de consommation de viande. Après, c'est toujours un juste équilibre du local et produit comme il faut. Donc typiquement, une mare idéale pour la biodiversité. C'est juste, j'avais un effet d'animation qui est disparu, je voulais vous faire un petit quiz. Donc il faut du soleil, puisque du coup, si une mare est trop ombragée, le soleil n'arrive pas dans l'eau, et donc la photosynthèse des plantes aquatiques ne peut pas se faire. Et puis ça accélère l'atterrissement, l'envasement naturel de la mare et elle a peu d'espérance de vie. Cependant, on n'est pas intégriste. Une mare complètement ensoleillée, il y a des espèces qui ne vont pas s'y retrouver, donc avoir un roncier ou quelques arbres en bordure de mare, c'est intéressant pour un paquet d'espèces du milieu. Il faut forcément de l'eau, donc un fond étanche. Une eau au moins jusqu'au début d'été pour la majorité des espèces. On parlait des libellules. Les libellules, elles peuvent se reproduire dans une mare jusqu'en septembre. Mais si la mare s'assèche au mois de juin, juillet, les larves de libellules, elles sont capables de survivre dans la vase. C'est d'ailleurs pour ça que quand on cure une vase, il faut toujours la boue, la mettre de côté, puisque toutes les larves d'insectes et éventuellement de têtards et autres qui sont dans le fond de la vase pourront après regagner le point d'eau qui aura été curé. C'est aussi comme ça que des fois on se retrouve avec des gros tas de remblais à côté de mares. En fait, c'est des produits de curage et ça donne des berges parfois abruptes. Le dernier élément, c'est forcément de la végétation aquatique. Et comme on l'évoquait tout à l'heure avec les plantes qui réapparaissent au bout d'un siècle, il faut faire confiance à la nature. Il y a une banque de semences incroyable dans le sol. Ça ne sert à rien d'amener des espèces, d'en planter. Si ça vient d'une mare d'à côté, pourquoi pas. Mais surtout, la très mauvaise idée, c'est d'acheter des plantes en... Je ne sais pas, je donne de marque. En jardinerie.
Parce que c'est comme ça que, tout à l'heure on parlait de Jussie, hein, la Jussie est vendue en jardinerie. Le myriophile du Brésil qui est aussi envahissante, les élodées du Canada et l'eau dense, c'était vendu en jardinerie, et dès que ça se retrouve dans la nature et qu'elle a les conditions favorables pour, une eau dégradée, du soleil, peu de courant, et puis une chaîne alimentaire incomplète, bah forcément elle s'installe. Et puis du coup, pour la végétation, donc le soleil, de l'eau, et la végétation, elle s'installera d'autant plus facilement qu'on a des berges en pente douce, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, vraiment des pentes progressives, d'avoir une fosse un peu plus profonde. Tout à l'heure, on parlait il était question de 2 mètres de profondeur. C'est intéressant parce que c'est là où l'eau va rester plus longtemps. Et on a eu le cas de mares qui étaient quasiment planes dans le fond, pas très profondes. Et pourtant, un adhérent qui connaissait très bien la nature a implanté des tifas, des roseaux dedans. Le roseau, une fois qu'il est parti là-dedans, il s'est éclaté, il a envahi toute la mare, il l'atterrissait progressivement, il n'y avait pas d'autre végétation aquatique. On a fait un chantier avec des bénévoles et des étudiants pour l'enlever. 3 ans après, c'était reparti. Hein. La seule solution, c'était de recréer une fosse dans laquelle le roseau ne pouvait pas s'implanter durablement. Donc de toute façon, dans la nature et comme dans la vie, c'est comme tout, hein, la diversité, c'est la vie. Donc diversité de berges, diversité de formes, diversité de profondeur. Tu voulais dire un truc ? Oui, je me permets de rajouter, quand tu parles aussi de la végétation aquatique et de l'aspect jardinerie, on peut aussi avoir des gens qui des fois rajoutent leurs poissons aussi dans les mares, qui sont un élément qui est aussi assez important, et bien évidemment, pour nous c'est vrai que ça nous paraît évident, mais pour beaucoup ça paraît pas évident. On se dit, on a notre petit poisson, bon on ne sait pas trop quoi en faire, maintenant on en a marre de l'avoir dans notre aquarium, on va le mettre dans la mare dehors. En fait non, parce qu'en réalité ce poisson-là il va manger tout ce qui s'y trouve à l'intérieur, et souvent ça va tout appauvrir. Notamment les poissons rouges sont assez terribles. Et ça peut être du poisson, et je pense aussi à maintenant ce qui pourrait aussi arriver, c'est des fois on peut avoir aussi des grosses moules. Alors j'espère qu'on n'en trouve pas en jardinerie, mais je pense que ça peut arriver, des moules qu'on appelle des anodontes chinoises, qui peuvent être aussi assez grosses, donc assez jolies. Donc on peut se dire, tiens, ça peut être aussi joli dans notre mare, et du coup on va la mettre dans la mare, et ça peut aussi coloniser après des cours d'eau aussi indirectement. Donc toujours comme on l'évoquait, avec des déplacements d'oiseaux ou autres. Donc ça aussi c'est des éléments, vraiment faire attention à quand on achète des choses en jardinerie, au risque de le relâcher derrière dans le milieu naturel. Les tortues de Floride, ouais, c'est... D'ailleurs, au passage, un petit sondage, qui a une mare chez lui? Tu parlais de lever la main? Quelques-uns quand même. Et du coup, typiquement, vous retrouvez ces caractéristiques-là sur vos mares, ou qu'est-ce qui manque, ou qu'est-ce qu'il y a de trop? Des poissons. T'as des poissons? Ok, donc barbecue cet été? Du coup, vous avez toutes ces caractéristiques-là sur vos mares? Après, c'est une démarche de source. Une résurgence? D'accord. Sur le ok. Mais du coup, c'est une extraction d'argile, non? C'est une source? Oui, ça limite de plaine en fait. D'accord. D'accord. Bah, tous les tritons tous les amphibiens étant protégés, potentiellement, c'est un de ceux-là. Ouais. Mais il y en avait une bien spécifique, mais j'avais fait un probablement là. D'accord. Est-ce que la propriété foncière du sol, qui est le fond de la mare, a eu une importance très grande, peu, dans la conservation des mares? Oui, oui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Tous les types de sols ne sont pas forcément favorables aux mares. Et typiquement, on dit toujours, hein, on parle souvent du bon chasseur, du mauvais chasseur, mais il y a aussi de bons pelleteurs et de mauvais pelleteurs. Et un bon pelleteur, souvent, on connaît les entreprises de travaux publics qui savent faire. Et c'est le savoir, c'est presque le bon sens paysan. Hein, quand on a sa pelle, savoir où s'arrêter pour ne pas percer la couche d'argile. Parce qu'on peut avoir une très bonne mare. Et si on fait un entretien trop fort, la couche d'argile, on la prélève. Après, c'est percé et la mare va s'assécher. Et typiquement, une des méthodes de restauration de mare, plutôt que de mettre des bâches, parfois on n'a pas le choix pour certains types de sols. Typiquement, quand on est sur calcaire, qu'on veut des mares, il faut quand même beaucoup d'argile. Des fois, une bâche, ça peut être efficace sous certaines conditions et avec un certain aménagement. Et sinon, on peut amener de l'argile, d'autant qu'on a quand même pas mal de gisements d'argile sur le département, avec notamment des argilières comme à Saint-Hilaire-la-Palue, mais aussi à Saint-Marc-la-Lande, tout à l'heure, je ne sais plus où vous parlez. Les Landes de l'Hôpital à Bousset, tu parles de Pinaille. On a les Landes de l'Hôpital à Bousset. 30 hectares, 10 hectares, 300 mares. 30 hectares, 300 mares. Je me mélange dans les chiffres, mais on est sur une densité énorme.
C'était de l'extraction d'argile pour faire des briques. Il y avait une briqueterie juste à côté. Et donc du coup, on sait, donc il y a à peu près 5-6 personnes qu'on a marre. Qui les a répertoriées sur la carte interactive et qui va le faire d'ici, avant de se coucher ce soir? Ok, super, vous êtes des bons élèves. Alors, moi, je veux bien témoigner, on peut faire des mares sur le calcaire, il n'y a pas de problème, nous on habite à Niort, il suffit techniquement, je parle pas assez fort? Ça fait du bruit, reste dans la moustache. Oui, donc nous habitons à Niort, sur les hauts de Niort, là, vers le lycée Paul Guérin, il n'y a pas plus calcaire que là-bas. Et ben, techniquement, c'est pas difficile, il faut faire un trou et puis mettre une bâche. Nous, c'est un entrepreneur de Montcoutan qui nous a fait ça, qui est paysagiste sur Montcoutan. Et la bâche, ensuite, il a remis de la pierre sur la bâche, ce qui fait qu'on ne voit absolument pas la bâche. Et on a mis de l'eau, alors on a une réserve d'eau de pluie, donc on a mis de l'eau de pluie. Puis on a dit qu'est-ce qui va se passer? Mais dès l'année suivante, on avait les libellules. Dès l'année suivante. Dès qu'on met de l'eau dans un trou, il y a les libellules qui vont. Mais en pleine ville, quoi. On est vraiment en pleine ville de Niort. On a les libellules. On a une grenouille qui est venue dans 16 août. Elle est toute seule. Ça fait des années. J'hésite, mais je ne vais pas le dire à Nicolas. Mais j'hésite à en prélever une dans la nature pour qu'elle ait une copine. Mais voilà, quoi. La nature est bien là. Et surtout, alors on est à Deux-Sèvres Nature Environnement. On n'est pas au GOTS. Mais c'est une station d'abreuvement des oiseaux. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et puis les papillons, et tout ça en pleine ville. Donc c'est facile, techniquement. Bon, il faut payer l'entrepreneur, il faut payer la bâche, ça on est d'accord. Mais maintenant c'est vraiment super chouette. Hein. Par contre, moi j'ai plein de grenouilles. C'est un vrai spectacle. Ah, il y a quelqu'un qui a des grenouilles à me donner? Ah ouais, j'en ai plein, mais c'est infernal. C'est les périodes des amours, là, c'est... Ah oui. Ah, la libido est élevée chez les grenouilles vertes. Hein. Ça chante de jour ou de nuit? Un peu tout le temps. Hein. La nuit, c'est plus gênant, parce que ça fait un bruit sourd. Toute la nuit, là, c'est... Ouais. Ça dure pas, ceci. Bah, c'est les grenouilles vertes. Quand ça chante que la nuit et que c'est puissant, c'est plutôt les rainettes qui font ça. Que les Mélois appellent le roquet des palissses. Parce que je peux vous garantir que vous faites un inventaire de nuit dans une mare où la rainette chante, vous avez 10 individus, je vous défie de rester une demi-heure au coin de la mare parce qu'à un moment le cerveau il vrille. Hein. C'est vraiment ultra puissant. C'est pour ça qu'on finit écolo, hein, à force d'écouter les rainettes. Je me demandais, est-ce que c'est bon ou pas bon de bâcher justement un trou d'eau comme ça pour faire une future mare, un peu ultra-pêche? C'est déjà un point d'eau temporaire? Enfin, il y a déjà de l'eau actuellement? Non, mais c'est juste pour savoir si c'est bien de bâcher justement pour faire un trou d'eau. Enfin, si c'est bien d'avoir une bâche. Alors, ce qu'évoquait Dominique, oui, c'est une bonne solution de creuser une mare et de mettre une bâche. Seulement avec les étés de plus en plus secs et le dérèglement climatique, les bâches, il faut de la très très haute qualité pour que ça tienne en plein soleil. Ou alors la solution, c'est en effet de la couvrir avec des cailloux ou des couches d'argile suffisantes. Il faut creuser suffisamment profond. Nous, typiquement, c'est un exemple que j'ai montré tout à l'heure, il y a une mare qui a été restaurée avec de la bâche forestière, donc c'est quand même plutôt costaud. Ils avaient mis 2 épaisseurs. Suite à l'été 2006-2007, les bâches se sont fissurées. Et les amphibiens se retrouvaient coincés entre les 2 épaisseurs de bâche. Et le côté esthétique était quand même pas génial. Donc avec les étudiants de lycée horticole, on a passé une semaine à enlever les bâches, à refaire les profils de berges. Et j'avais un entrepreneur d'Hervaux qui était prêt à venir en forêt de Chizé pour mettre de l'argile. Seulement, je suis écologiste, je ne suis pas routier. Et j'avais pas pensé que le camion benne, à un moment, il fallait qu'il se lève. Enfin, il fallait que la benne se lève et qu'il y avait des fils électriques. Et je me dis, moi je ne lève pas ma benne dans ces conditions, donc on s'est débrouillé autrement. Mais sinon, oui, voilà, donc une bâche, au maximum la recouvrir pour qu'elle tienne. Et puis plus il y aura de support, même les pierres, il y a toujours un peu de terre dessus. Ce sera un support pour le développement de la végétation aquatique dans ton coin d'eau. Ça reste une mare artificielle. Oui, complètement artificiel. Oui, la majorité des marques, comme le disait Marc, sont d'origine artificielle. Simone, elle dit que c'est une petite bassine que tu as fait. On n'a plus le droit de se dire ce mot-là. J'ai pas vu de manifestant autour. Oui. Mais c'est vrai que même si la mare est mal faite avec
des berges en pente, enfin des berges abruptes, un fond bâche pas génial et que l'eau reste tout le temps, il y aura toujours certaines espèces qui vont trouver leur compte. Mais plus la mare sera bien configurée, berge en pente douce, un minimum exposé, aussi au moins 50% exposé au soleil, et un minimum de substrat dessus pour que la végétation puisse se développer derrière. Et derrière la végétation, c'est toutes les chaînes alimentaires qui vont se mettre en place. Et surtout, ne rien amener, logiquement, la nature fait son... Ça se fait tout seul. Enfin, moi, j'ai mis pareil une bâche, des galets, et j'avais mis quelques plantes, elles ont disparu, mais après, elles sont venues toutes seules, et tout se fait tout seul, quoi. Les oiseaux amènent des graines, je sais pas, les grenouilles. Ah oui, les déplacements d'espèces. Mais si la vache, elle se dégrade, ça peut quand même poser un problème à un moment donné. C'est-à-dire qu'il faut quand même une bonne vache et être sûr que ça puisse tenir, parce que sinon, si elle s'abîme... Il faut la remplacer. Moi, typiquement, j'étais avec un gestionnaire de réserve naturelle dans la Drôme au téléphone ce midi. Ils ont fait une mare pédagogique avec une paroi vitrée, comme on a au CPE de Bessines-Poitevin à Coutières. Et en fait, ils l'ont créé sur bâche plastique, et une bâche le top du top. C'était garanti 15 ans, elle a tenu 17 ans. Là, ils vont devoir la vider. Et ils vont la remplacer par une une bâche qui tient 25 ans. Mais le prix au mètre carré, c'est impressionnant. Donc après, le système D, Saint-Hilaire-la-Palue, il y a des sources d'argile. Après, c'est à remorque entière, parce que généralement, quand on met de l'argile, tout dépend de la qualité, parce qu'il y a argile et argile. Le type d'argile et aussi la densité de présence en cailloux va créer potentiellement des zones d'infiltration. On dit souvent qu'il faut 10 à 20 cm d'argile. Donc si la mare elle fait 100 mètres carrés, ça fait quelques remorques. Est-ce qu'une mare a pour vocation d'être éphémère, pas sur l'année, mais sur 10 ans par exemple, parce qu'on parlait de curage, et en fait, on a parlé de curage artificiel, mais c'est du curage naturel qui peut se produire. Le vrai curage naturel, c'est avec le courant. Donc on n'est pas sur une mare, c'est les étangs, c'est les systèmes de vidange. Et même en faisant une vidange hivernale pour la majorité des étangs, au bout d'un certain temps, ils doivent quand même la curer. Après, ça peut très bien être un milieu naturel et se dire la mare, je la fais un temps, au bout d'un moment, elle s'envase et je la renouvelle pas. Ça aura quand même accueilli la vie, soit comme pour le cycle entier de reproduction, soit juste pour l'abreuvement, le temps où elle aurait existé. Mais c'est vrai qu'il y a un sujet pas neutre, c'est l'installation des grenouilles vertes et la tranquillité de voisinage. Donc c'est éphémère, c'est artificiel, la mare est artificielle. De toute façon, ouais. Globalement, on a souvent un travers de langage, on parle de milieu naturel dans notre métier, sauf qu'à l'échelle européenne, le seul milieu naturel, c'est la forêt primaire de Białowieża, et on sait qu'elle souffre pas mal en Pologne. Et tous les milieux sont artificiels, en particulier en France, vu la densité de population qu'on a. Donc il faut partir de ce postulat. Donc en fait, c'est un vivier. Oui, en ligne touriste, une mare, ça pose pas de problème. Moi, j'ai une petite image d'une mare comme étant une eau stagnante, croupissante, etc. Avec tout ce qui peut s'associer à tout ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une intoxication de l'eau? Est-ce qu'il n'y a pas des... Je suis rabat-joie. Hein. Non, mais il n'y a pas de mauvaise question. Voilà, juste, justement, parce que là, on a des aspects de biodiversité, etc., le bon côté de la chose. Est-ce qu'il y a des mauvais côtés des choses? Le côté eau croupie et sale, etc., c'est une image qui colle aux zones humides depuis le Moyen-Âge, ce qui a justifié notamment le drainage du Marais Poitevin qui a fait ce qu'il est actuellement, etc. Il y a forcément, dans les mauvais côtés, pour cohabiter avec une mare, on a évoqué typiquement potentiellement l'installation des grenouilles et le fait que c'est plus gêné à dormir, ou empêcher de dormir les voisins. C'est forcément un site où vont s'installer des moustiques. Donc les chaînes alimentaires, quand elles se mettent en place, elles régulent une partie. Le moustique fait partie de la chaîne alimentaire, et mine de rien, quand on nourrit le moustique, on alimente la chaîne alimentaire. Donc c'est une façon. Comment on se voit nous-mêmes dans la chaîne alimentaire? On n'est pas obligé d'attendre la fin, on peut aider pendant. Quand on va dans le marais de Galuchet, à n'importe quel... printemps-été, même s'il flotte pas possible, s'il y en a qui passent, on se fait attaquer direct. Et on a pris le pli à l'association, on se dit que c'est notre contribution à la vie du marais. C'est une philosophie. Et c'est vrai qu'après, sur le fait que le milieu va s'envaser, l'eau va être de plus en plus croupie, etc., après c'est la nécessité d'entretien. Donc
donc une mare ça s'entretient. Les études qu'on a fait sur le bocage des Antonins, puisque donc la réserve naturelle qu'on gère, une partie des mares ont été créées en 2010, donc en 2022, et le collègue qui fait des suivis amphibiens et de tout le reste des paramètres a montré qu'au bout de 6 à 10 ans, en fait, au début la mare elle commence à 0 espèces. Progressivement, on arrive au plafond, on est à 10 espèces sur certaines mares. Et là, il y a certaines mares qui commencent à descendre tranquillement 9, 8, 7 espèces. Et du coup, c'est un indicateur comme quoi il arrive au moment où il faut curer. Et on arrive sur la période 6-10 ans. Et ce qui est amusant, c'est que ça rejoint presque. Après, forcément, plus la mare elle est ombragée, plus il faudra intervenir rapidement, plus la mare elle est complètement exposée et profonde. Ça se trouve potentiellement au bout de 20 ans, ça suffira. Mais 6-10 ans, on arrive sur le chiffre de 9 ans, ça vous parle dans le milieu agricole 9 ans. Les baux agricoles. Les baux agricoles. À la fin du bail, on émonte son arbre tétard, on cure sa mare, et voilà, c'est le fameux bon sens paysan, le cycle de vie d'un milieu bocager qui a été créé et géré par l'homme. En fait, on retrouve ce cycle-là, mine de rien, dans les suivis d'espèces. C'est assez amusant. Nicolas ? Oui. Mais vous n'avez pas parlé des animaux style canard et autres c'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose Bon, à partir du moment où elle se déplace. Dans l'inventaire, vous avez les corps. Alors typiquement les poules d'eau c'est une très bonne espèce dans les mares, c'est l'espèce presque typique d'oiseaux sur les mares. Quand des colverts viennent, pourquoi pas, mais c'est vrai que finalement il faut quand même des grandes mares parce qu'ils vont s'abriter au milieu de la mare, donc du ragondin notamment. Du renard, n'importe quoi. On va dire ragondin, ça non, à partir du moment où c'est une espèce sauvage et qu'elle trouve une partie de son cycle là-dedans, typiquement un copain qui est sur Niort, dans le secteur de la Burgonce, il a une marque qui est super chouette, il a une mauvaise idée du poisson rouge en ronce et ses enfants, je sais plus. C'est ce qu'il me dit comme quand il se défend. Et du coup, de temps en temps, même s'il est en hypercentre et que sa mare elle fait même pas 10 mètres carrés, il a du héron et du martin pêcheur qui passe. Et ben, du coup, c'est parfait, ça régule sa population de poissons rouges. Sur les ragondins, typiquement, ça c'est l'espèce qui est embêtante pour plein de choses. D'une, elle va détériorer le point d'eau, c'est une espèce exotique envahissante dont on ne se débarrassera jamais, qui a la mauvaise habitude forcément de creuser les berges, donc ça va défragiliser la mare. Elle va consommer la végétation aquatique, donc la chaîne alimentaire va être perturbée. Comme elle fouille elle fouille moins qu'une carpe quand même, mais du coup elle fait des mouvements dans l'eau. Et du coup ça crée une turbidité dans l'eau, l'eau est moins transparente, donc il y a moins de photosynthèse. Et puis accessoirement, pour le bipède, ça véhicule comme une maladie qui est quand même de plus en plus répandue, c'est la leptospirose, la pisse de rat, qui est une maladie dont il faut se méfier fortement. Typiquement, quand on met les mains dans l'eau, dans le marais Poitevin ou dans sa mare, il faut se laver les mains à l'eau savonnée derrière. Il faudra filtrer les infos, je vais peut-être dire 2-3 années. Et puis surtout, si on a la main écorchée, nous typiquement, dans le cadre du plan de prévention des risques professionnels en tant qu'employeur, on préconise la vaccination à l'leptospirose. C'est une maladie à laquelle s'exposent beaucoup de pêcheurs, qui est beaucoup plus répandue que des maladies comme la rage ou la maladie de Lyme chez nous qui est véhiculée par les tiques. Donc c'est vrai que les ragondins ont ce problème-là. Alors là, du coup, typiquement les bâches, alors là c'est très particulier, on accompagne actuellement la Maïf qui est à 100 mètres d'ici, pour la biodiversité du siège. Il y a plus d'amphibiens dans leur rivière artificielle, il y a une petite rivière en plein milieu, avec des carpes koi en plus, enfin des trucs, quand je vois ça, j'aime pour ça, pour les amphibiens. Et bien on a plus de 200 crapauds reproducteurs dans le site et une bonne cinquantaine de grenouilles vertes. Dans tout le marais de Galuchet, la porte d'entrée du marais Poitevin, 160 hectares de zone humide. Il y en a plus dans la rivière artificielle de la Maïf que dans le marais de Galuchet. Alors quand je me suis fait le constat à la fin de la sortie, je fais, tu déconnes? Non, non, en fait c'est vraiment ça. Et pourquoi? C'est plus intéressant parce qu'ils ont des berges qui sont bétonnées. Parce que les berges bétonnées, les crevisses de Louisiane et Ragondin, surtout les crevisses de Louisiane, ne peuvent pas s'implanter. Et les crevisses dans le marais de Galuchet, ça cache tout. Et je pense que les carpes, c'est censé être herbivore, de temps en temps, ils doivent faire 1 ou 2 écarts, ils doivent se faire une petite crevisse qui se balade. Et les hérons viennent également sur le site. Donc là, c'est là où on voit il y a les règles, et puis typiquement la rivière artificielle qu'on nous a dit, vous ferez bien d'inventer amphibien. Je fais, bah oui, ça peut être amusant le soir, quand on passe la barrière et qu'on demande au vigile, viens compter vos grenouilles. Il a eu les yeux. Et puis on a fait des inventaires participatifs et on avait plein d'espèces, et d'ailleurs,
Il y a même du harcèlement sexuel entre amphibiens à la maïs. Je ne sais pas s'ils ont une RSO, il faut que je les prévienne, les responsables RSE. Mais le premier inventaire, quand il y avait les 200 crapauds dans le point d'eau, il n'y a que qu'on entendait. Et je fais, c'est quand même bizarre dans ce genre de milieu, il y a toujours la grenouille verte. Et j'ai trouvé une grosse grenouille verte isolée dans une vasque au milieu de l'eau. Je fais, c'est marrant, elle ne bouge pas, et elle ne fait pas de bruit, etc. Et puis 10 mètres plus loin, je vois une pelote nuptiale des crapauds quand ils se reproduisent, ils sont tellement énervés qu'ils peuvent se mettre à plusieurs sur une femelle. Et puis je voyais pas la femelle, et puis je voyais une patte qui dépasse. Et ben, c'était une patte de grenouille verte. Et la fois d'après, les grenouilles vertes étaient en plus grand nombre. Et une grenouille verte qui chante, c'est 10 fois, 20 fois plus puissant qu'un crapaud en termes de chant. Mais on les entendait presque pas. Je fais, là, du coup, ils ont moyen d'avoir le lead. Un crapaud commun, c'est ridicule en chant. Et il y avait 10 grenouilles vertes d'un côté et 2 mâles de crapauds de l'autre. J'entendais personne. Quand on a mis la lumière, les crapauds se sont un peu écartés. Les grenouilles se sont dit sur un créneau. Elles ont commencé à chanter. Les mâles de crapauds se sont rapprochés des grenouilles. Pas la même espèce, accessoirement le même sexe. Ça les dérange pas, ils y vont. On met la botte dans l'eau, elles essayent avec la botte. Hein. Ça marche pas trop. Mais voilà. Donc la première chose, tout à l'heure on en parlait, c'est éviter que la mare se transforme en déchetterie. Donc là vous la reconnaissez pas trop, elle a le béret, elle a le manteau, mais c'est une personne qui est dans la salle qui est en photo. C'est un petit Simone. Donc devant la mare des sources, centre équestre, chemin du 3e millénaire, centre équestre de Niort. Il n'y a plus beaucoup d'eau en ce moment. Ah ouais? Oh, quand même. Il y en a eu plus que ça avant. Enfin là, c'est pour. Oui, mais ils n'ont pas encore fait le curage. Ah. Donc il y a en 99, c'est ça Simone? 98-99? Est-ce que tu veux nous raconter comment était la mare de la mare des sources en 95? Oui, c'est une marque donc, au bord de Niort, dans la région de Souchet. C'est une marque qu'on avait découverte et qu'on a étudiée. On l'a étudiée aussi avec le collège, je ne sais plus le nom du collège qui est à Souchet. C'est une marque qui est très riche. On a trouvé beaucoup d'animaux, beaucoup d'équilibre. On a trouvé aussi des végétaux. Et puis on l'a abandonnée. Et puis elle est devenue une déchetterie. Et il a fallu donc la recréer, il a fallu recreuser, également refaire les bordures. On le voit un petit peu dans le fond là-bas, on a refait les bordures. Mais une mare très vite peut disparaître. Hein, dès qu'elle est abandonnée, elle retourne à un état sauvage. Et en plus, quand on met des déchets dedans, elle est très vite comblée. C'était une mare type, un petit peu, qui était intéressante à étudier. La personne que je fais parler était 20 ans secrétaire général de l'association, et pendant très longtemps, et toujours adhérente depuis une quarantaine d'années, et du coup typiquement on avait un milieu naturel en bordure d'une zone fréquentée avec il y avait des machines à laver, il y avait de tout là-dedans, et du coup un chantier bénévole en lien avec l'école. C'est confortable. Ouais. Quand à l'origine de la mare, je ne sais pas, c'était une pente, je pense, je ne sais pas trop, enfin, l'eau s'était installée là, et c'était intéressant parce que l'eau restait également. Actuellement, c'est la mare pédagogique de Niort avec le panneau du chemin du 3e millénaire, qui est un peu à renouveler au bout de 20 ans. Le panneau, il n'y a plus rien écrit dessus. Chemin du 3e millénaire, juste dans un angle près du centre équestre. Pas du centre équestre. Et quand on l'a recensé en 2010, on avait 6-7 espèces d'amphibiens. Et à côté, on a un bassin d'orage de la Canne. Pour le quartier d'à côté, il y avait 0 amphibien parce que c'était blindé de poissons. 10 ans après, 0 amphibien dans la mare des sources et 7-8 dans le bassin d'orage. Et le bassin d'orage avait bénéficié de la sec 2006, des grosses années sèches 2006-2007. Le bassin s'est asséché, les poissons sont morts, ça nous arrangeait très bien. Et du coup, quand l'eau est revenue, les poissons n'étaient plus là et la dynamique naturelle des amphibiens ont colonisé le milieu. Et le collègue qui a fait l'inventaire, William, cette année, il a même trouvé une nouvelle espèce d'amphibien pour les Deux-Sèvres. Témoignage de dérèglement climatique, c'est l'arrivée de la rainette méridionale. Donc c'est pas une espèce invasive, hein, c'est une espèce naturelle de chez nous, mais qui remonte le long de l'Atlantique au fur et à mesure du dérèglement climatique. Qui est une rainette qui ressemble beaucoup à l'arboricole, mais qui ne chante pas pareil et qui n'est pas tout à fait pareil. Et donc du coup, quand on a fait l'inventaire l'année dernière, on a vu que la mare, il n'y avait plus d'amphibiens. Qu'est-ce qu'on a fait? On savait que la mare était publique, on a contacté les services espaces naturels de la ville de Niort. Vous avez une mare, vous êtes propriétaire,
elle n'est pas en bon état et pourtant elle a été restaurée il y a 20 ans. Ah ben oui, on ne la gère pas depuis 20 ans. Ben oui, ça se voit. Donc du coup, ils ont fait tout un débroussaillage, toute la végétation avant. Allez, les 3/4 des berges étaient quasiment boisées, au moins les 2/3. Du coup, ils ont tout déboisé et normalement, en sortie d'été, ils doivent la curer après. Parce que typiquement, au bout de 20 ans, elle n'a pas été curée, là, il est temps de s'y mettre. Et là, ça veut dire que Deceuil Nature Environnement donne du conseil sur ce qu'il faut faire. Oui, typiquement, on a fait un inventaire. Le collègue, en plus, a travaillé pendant longtemps dans un parc naturel régional s'occupant de zones humides. Il est très à l'aise sur le volet gestion. Et à chaque marque qu'il a inventorié, il a fait des préconisations de gestion concrètes. Je lui ai dit, bah, tant qu'à faire, je te mets en relation avec le service espace naturel. Il est arrivé depuis peu dans le département. Il a fait un rendez-vous terrain avec eux, il a fait des plans et ils ont pu faire la première phase de chantier. Et on savait qui avait fait le chantier parce qu'il y avait du fascinage de haies sur la berge et du fascinage Yak Sylvain pour faire ce genre de truc à leur service. C'est une technique traditionnelle de clôture du bétail avec des haies vivantes. Oui. Moi j'ai une question qui n'a rien à voir avec ça, mais est-ce que les fameuses bassines peuvent être le réceptacle de la faune et de la flore Ben, du coup, elles ont déjà un gros inconvénient, c'est qu'au niveau de la matrice paysagère, elle est très défavorable. On est en zone cultivée, un milieu complètement imperméable au déplacement pour les espèces, donc ça ne va pas le faire. Il y aura, je pense, pas de végétation aquatique dedans, ou alors très provisoirement. Donc il y aura toujours forcément de la vie, la nature hors du vide. Tout à l'heure, on parlait de mares. On la creuse au mois de février, au mois de mars, on a déjà 3 espèces qui sont en train de pondre dedans, toujours les mêmes. On a des bélules déprimées avec des élégants et un axe empereur. Donc, et il y aura certainement beaucoup de mouettes qui vont aussi se reposer là et qui vont aller après dans les champs. Donc ça va être le réceptacle d'une partie de la vie, mais une toute petite fraction de la chaîne alimentaire des zones humides. Pas très très intéressant. Au niveau législatif, dans la création des mares, il me semblait qu'il y avait une obligation de demande d'autorisation en fonction de la surface, mais qu'après il n'y avait rien au niveau justement de l'entretien de la mare, il n'y a rien. Il n'y a rien à faire sur l'entretien, sur la création. Apparemment, il y a des textes, on a trouvé ça dans le règlement sanitaire départemental, comme quoi il fallait le déclarer à la mairie. Je suis bien curieux de savoir qui fait ça, qui le déclare à la mairie. Je pense que quand la mairie fait un saut de soleil, il place ça dans un coin. Et normalement, c'est les travaux sur zone humide, dès que ça fait plus de 1000 m², il faut une déclaration, voire une autorisation. Parce que 1000 m² de zone humide, c'est là où, tout à l'heure on parlait de mare sur source. Une mare c'est une zone humide, mais si on crée une mare ou un étang à la place d'une zone de source en Gâtine, bah forcément on capte une partie de l'eau, on en fait un étang, c'est quand même une zone où l'eau va réchauffer, l'eau ne va pas circuler, et le milieu aquatique qui est autour va se retrouver asséché quand même. Et donc on a des agriculteurs qu'on accompagne en ce moment pour des projets de création de mare, il y en a qui me dit bah, c'est une source et j'aimerais bien en faire une mare. Je comprends la logique, mais si tu pouvais la mettre plus bas ou ailleurs, ce serait encore mieux. Parce qu'il capte une source, c'est pas tout à fait, en termes de fonctionnement hydraulique, c'est pas bon. Les étangs sont une des causes majeures, le maïs c'est le premier, mais une des causes majeures tout de même de régression des zones humides sur les Deux-Sèvres, en particulier sur le bassin du Touet. Et à ce juste titre, on ne peut pas non plus créer une mare aussi des fois trop proche des habitations aussi. Comme on l'évoquait aussi sur les grenouilles vertes qui chantent, ça peut parfois gêner des voisins et du coup ils vont vouloir, ça peut poser problème derrière et on peut même se faire demander de la reboucher à cause de ça. Quoi. On va faire une démarche comme ça, par exemple les CPIE peuvent être un organisme qui accompagne un projet comme ça. Après, nous déjà en termes de SNE on peut accompagner. Et le CPIE fait aussi, ouais. Une des marques qu'on a restaurées, c'est les Fosses, donc le nord de la forêt de Chizé. En 2001, la mare accueille une très belle population d'amphibiens, mais elle séchait très vite. Donc les copains de l'API ont fait un premier chantier avec les fameuses les bâches forestières, 2 épaisseurs. Du coup, avec les étés secs, les bâches fissurées, c'est un site où il y a une aire de pique-nique. Donc on a vu avec la commune, on a fait une convention de partenariat, on a fait un chantier pendant une semaine avec le lycée horticole de Niort. Le dernier jour, une étudiante qui est flottée à la surface, on s'est dit qu'on va peut-être pas la laisser. Et puis du coup, ce qui est chouette, c'est qu'il y a l'adjoint à l'environnement, Mathias Chebron, que certains connaissent peut-être en faisant le marché de Niort, il fait des fromages de chèvre poitvine aux Fosses. Et du coup, on a offert un fromage à chacun des drôles qui avaient contribué au chantier.
Par contre, pas de chance, à la commune, un adjoint aussi le premier adjoint était céréalier, il a dénoncé la convention une fois qu'on avait fait tout le travail à la place de la commune. Comme quoi, il faut s'assurer des partenariats, même avec une convention. En tout cas, l'étanchéité marche bien, même si on n'avait pas pu apporter l'argile qu'on voulait. Prévoir l'entretien tous les 6 à 10 ans, donc c'est de l'appel, hein, c'est choquant sur le coup, c'est une intervention assez dure, mais le milieu se refait bien si le chantier est bien mené. En l'occurrence, le collègue il étudie les mares et depuis, on a arrêté de compter aussi, depuis des années pour Alex. Il est issu du bocage, donc on sait très bien faire, et puis on travaille avec les entreprises TP qui sont respectueuses. Ça se sait assez vite. Un truc qui est important aussi, quand on est dans un contexte d'élevage, c'est bien qu'il y ait des animaux qui viennent pâturer. C'est bien de ne pas les laisser partout non plus, parce que ça piétine toutes les berges. Et en plus, maintenant, les systèmes de pâturage ont un peu changé. Il y a un peu plus d'animaux à l'instantané dans les prairies, donc ça fait plus d'animaux en instantané dans les mares. Donc ça crée des perturbations. Donc typiquement, si elle pâture toutes les berges, on va se retrouver avec une absence de végétation aquatique. Elles vont faire des déjections dedans, donc ça va apporter beaucoup trop de matière organique dans la chaîne alimentaire et ça va la perturber. Nous, en fait, en écologie, c'est l'inverse des paysans. Plus un sol et plus un milieu est pauvre, plus il est riche. Alors qu'un agriculteur, plus il va apporter d'azote, plus il va favoriser une plante et plus il va pousser vite. Mais nous, en fait, plus le milieu va être pauvre, plus il y aura une diversité d'espèces qui pourra s'exprimer au niveau des plantes et donc tous les cortèges qui suivent. Typiquement, les plus beaux étangs sont les étangs les plus pauvres en termes de matière organique, notamment sur celui qu'on a sur la réserve. Il a un intérêt pour ça. Donc on s'est dit, on veut maintenir l'élevage sur les mares, on veut garder les mares. Du coup, on a fait des exclos, ou des clôtures. Tout le monde fait des clôtures de barbelés. On s'est dit, oh, fait chier, les clôtures de barbelés, c'est quand même pas génial pour la circulation des espèces en termes d'esthétique. On était sur un site. Oui, pardon. On voulait faire autrement, donc là, on a fait des barrières de châtaigniers. Avec encore des étudiants, donc là c'était les étudiants du lycée agricole de Mel, et avec un gars qui fait du mobilier en châtaignier, Olivier Rocher, à Saint-Aubin-de-Clou. Et du coup on parlait d'enrichissement aussi, là été évoqué, et tout cet enrichissement aussi, qu'est-ce qu'il a aussi comme impact qu'on voit très souvent dans les mares un peu partout, c'est le développement des algues aussi, les sortes d'algues un peu filamenteuses qu'on voit dans beaucoup. C'est aussi dû à ça en fait, à justement tout cet enrichissement en nitrate, en phosphate, donc les engrais qu'aussi peuvent mettre les agriculteurs, qui font ça enrichit tout et ça favorise les algues, qui est présent dans beaucoup de mares. Typiquement, les espèces de plantes que je vous ai évoquées, qu'on n'avait pas vues depuis un siècle, c'était des mares qui étaient très pauvres. On a une espèce qui a quasiment disparu des Deux-Sèvres, qui à l'époque a dû marquer quelques générations de baigneurs en Gâtine, c'est la châtaigne d'eau. Ça ressemble à du nénuphar avec une feuille très dentelée. Et le fruit, c'est une bogue avec des espèces de piquants comme ça. Je pense que vous marchez une fois dessus, vous vous souvenez toute votre vie. Et on en avait sur quelques étangs encore sur le secteur de Vernon en Gâtine. Et puis là, avec l'enrichissement des eaux des étangs, c'est une espèce qui a quasiment disparu. On garde quelques pieds à droite à gauche, mais on l'a quasiment plus. Donc des berges en pente douce, là on est sur une mare à Saint-Symphorien, sur la commune qui est chez Ramarque. Sur une ferme alternative, puisqu'elle est issue de la finance solidaire, donc c'est les copains de l'association Terre de Liens, sur une mare qui n'était plus entretenue pour l'élevage, il n'y a plus d'animaux dans le bourg de Saint-Symphorien depuis quelques temps. Les arbres sont tombés au milieu, on voit des lentilles d'eau et toutes les berges étaient boisées. Donc là, la première étape, ça a été déboisé lors d'un chantier municipal. Et là, on va les accompagner avec une entreprise TP du Marais pour faire le curage. Et comme du coup la mare était très contrainte et qu'on a beaucoup de végétation et qu'on ne veut pas tuer les arbres têtards qui sont sur le bord, on va agrandir la mare pour avoir une sorte de rampe d'accès. Alors le gars du TP nous dit rampe d'accès, on dit berge en pente douce, finalement on dit la même chose, qui permettra d'avoir plus de soleil et des ceintures de végétation un peu différentes. Et puis donc là je vous ai présenté des actions ponctuelles. Après, quand on a l'occasion de travailler avec des collectivités notamment, qui veulent faire des programmes plus larges, on essaye. Donc là, la commune de Fort, qui est une commune qui est quand même un peu beaucoup en zone céréalière, où il ne reste plus beaucoup de bocage, si ce n'est le nord de la commune et la vallée de la Petousse, ceux qui sont de Fort. Est-ce qu'il y a des Forcitains dans la salle? Il y a un Forcitain. Bon. Donc les mares sont situées sur le nord, c'est les petits points bleus que vous voyez à peine sur les diapos, donc le nord de la commune. Et après, du coup, on a fait des analyses de cartographie, comme l'évoquait tout à l'heure Marc,
Tout ce qui est mauve, c'est les surfaces non favorables au déplacement des amphibiens. C'est pas de l'art. Donc autant vous dire que l'amphibien, quand il voit cette carte, il tombe de l'œil. Les petits soleils, c'est les zones où c'est l'été, c'est la plage, tout va bien. Il a les sites de reproduction, les sites d'alimentation et les sites d'hibernation. Donc là, on voit qu'on a une grande poche au nord, c'est le communal, c'est le plus vieux communal du département encore en total bon état, qui était lié à l'activité de Tripostale. Et puis dans le bourg, à l'est du bourg, il y a une petite vallée temporaire, un petit ruisseau temporaire, la Petousse, qui alimente une petite vallée bocagère qui n'a pas encore été détériorée, où il y a une mare qui est communale et dans laquelle il a détruite tous les ans pour les pêcher, et qui s'assèche au bout de 2 mois, 3 mois. Et donc du coup là on s'est dit, historiquement la commune était bocagère, il y avait plein de mares, il y avait plein d'éleveurs, il reste quelques éleveurs, comment est-ce qu'on peut mettre en place ça? Donc là on a étudié la théorie, parce qu'on est obligé de faire de la théorie, on essaye de mettre la nature dans une petite case, elle n'aime pas trop ça, mais on essaye quand même. Donc on a regardé les rayons de déplacement théorique des amphibiens. Typiquement un triton palme B n'a pas un gros rayon de déplacement, on parle souvent de 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres de la mare sur une prairie. Si c'est une zone cultivée, il va plutôt être à 10 mètres. Donc la distance moyenne qu'on prend c'est entre 300 et 500 mètres. Donc on a pris chacune des mares, on a pris ces rayons de 300-500 mètres, on voit lesquels sont connectés. Donc là on voyait typiquement que les populations là étaient connectées, les populations plus à l'est ne l'étaient plus. Donc les étoiles bleues sont celles qui seraient les mares, les emplacements de mares qui seraient théoriquement à creuser pour permettre le déplacement des espèces, sachant qu'au sein des matrices violettes, on a quand même des réseaux de haies résiduels, et notamment entre le bourg et la belle poche du communal, on a la voie ferrée, donc on a un long continuum de haies bocagères et de fourrés qui permettrait le déplacement des espèces. Et donc, suite à ce constat-là, on a fait un projet de création de mares porté par la commune avec le soutien de l'agence de l'eau. On a creusé 4 à 5 mares et on en resterait 2. Malheureusement, même nous on se fait avoir après toutes nos années, on a fait des schématiques de creusement de mares. On a dit, mais vous avez un bon pelleteur, il s'arrête là où il y a la couche d'argile. On a l'habitude de travailler plutôt en guétine, et au lieu de s'arrêter à 2 mètres, il s'arrêtait à 50 cm, parce que l'argile était là. On n'avait pas fait de prélèvement de tarière. Et donc du coup, on a plutôt des dépressions temporaires plutôt que des mares permanentes. Donc on va devoir revenir dessus et potentiellement les bâcher ou mettre de l'argile. Ça marche pas tous les coups. Plus localement, alors le titre n'a pas été changé, mais là on est à Niort, au bocage de Saint-Florent-Souchet. C'est le secteur bocager de Niort. On a beaucoup de mares globalement entre la route de Beauvoir et la gare de triage de Saint-Florent-Centre-Équestre. On a tout type de mares, on a des mares on va dire un peu plus naturelles à gauche avec des mares de prairies ouvertes, des mares en voie de fermeture, et là la mare qui est complètement fermée, c'est dans le bois de la Tranchée, près de l'ancienne station de pompage. Il y a 10 ans, on avait encore des amphibiens, là, à force qu'elles ne soient plus gérées, il n'y a plus aucun amphibien qui est observé dedans, et la mare s'assèche très très vite. Et à droite, on est sur les milieux très artificiels qu'on a qualifiés de mares, mais que quand on évite de trop parler à marque, parce qu'on dit c'est pas des mares. Donc on a un bassin d'orage avec un système de vidange, c'est pas vraiment une mare, mais c'est presque mare. On a des bassins routiers de la Rocade. À un moment on s'est dit il ne reste plus que les bassins routiers de la Rocade de Niort. Il y en a 2 qui ont des écosystèmes de mares, mais ils ont un système de vidange, mais ils ont des écosystèmes qui correspondent assez bien. Certains sont complètement pourris, d'autres sont en très bon état, d'autres sont jamais en eau, donc c'est pas intéressant. Et le troisième, les mares du Golfe. C'est ça, au Golfe il y en a pas mal. Oui. Alors on a beaucoup apprécié qu'au Golfe, ça ait fait comme le bassin d'orage, il y a eu un essai qui n'a pas eu de poissons, parce qu'il y avait beaucoup de carpes dedans, pour limiter les populations de moustiques. Malheureusement, ils ont eu des demandes de pêcheurs diurnes ou nocturnes pour remettre du poisson, ils en ont remis, et les amphibiens qui avaient commencé à recoloniser les mares, sur la partie, je ne sais pas comment situer, mais sur la partie nord du petit chemin blanc au sud du Golfe. Entre le chemin blanc et la Rocade, il y a encore des mares bocagères naturelles, enfin, dans l'état où elles étaient, et qui sont parmi les plus intéressantes de Niort. Dès qu'on dépasse le nord de la Rocade, enfin le nord du chemin blanc, on est sur des mares à poissons, il n'y a plus rien. Donc quand on a fait les inventaires... Oui. Puisque vous parlez des bassins, nous sur Souchet, on a un projet, enfin pas nous, c'est-à-dire un projet de bassin de décantation avant rejet des effluents dans le Lambon, dans un espace vert à côté du Lambon. Est-ce que ces bassins-là,
la première idée qu'on s'en fait, c'est quand même des eaux de ruissellement qui ont récupéré des huiles de voiture sur les voies, des choses comme ça. On a un peu du mal à penser que c'est une marque, quoi. Enfin, entre bassin de décantation et bar, on peut penser qu'il y a quand même un... Ah oui, les bassins routiers ont cet usage-là, récupèrent les eaux de lessivage avec des eaux bien polluées. Typiquement, on est bien placé ici. Alors, pas trop le Pune, mais surtout les mutuelles à côté. C'est des grands parkings bétonnés. Après des grands orages, à Bessines, ils avaient l'habitude de voir les poissons sur le dos. Parce que quand ça lessive, il n'y a pas que les mutuelles là, c'est globalement toute l'agglomération de Niort. Et on sait que les polluants, quand on démarre la voiture, tout ça se stocke sur le bitume, et dès qu'il y a un coup de flotte, ça part à l'eau. Des espèces arrivent à survivre à un certain taux de pollution. Entre ça et le fait qu'il n'y en ait pas, on a appris à faire des compromis. Il y a des bassins, le bassin du Grand Feu. Le Grand Feu à Niort, là où il y a le centre de rééducation. Ça doit être un bassin d'orage au sein du quartier et c'est couvert de roseaux. Et ça fait une petite, c'est la plus grosse roselière de Niort, je pense. Je ne pense pas qu'il y ait de biodiversité particulière, mais il y a des espèces de zones humides qui s'implantent là. C'est pas l'idéal, mais entre ça et rien. Donc quand on a fait les inventaires, on a recensé 2, 4, 6, 8, 9 espèces. Je n'avais pas appris mon chiffre par cœur. 10 parce que la rainette méridionale n'est pas sur son graphique. La belle surprise pour nous, c'était que le triton marbré est autant présent que le triton palmé à Niort. Le triton palmé en Gâtine, on l'a dans 90% des mares, quand le triton marbré, on l'a dans 50 à 70% des mares. C'est l'espèce emblématique des mares bocagères. Le triton palmé, vous lui mettez un trou d'eau, bassin d'orage, n'importe quoi, s'il est dans le coin, il va, même s'il se déplace trop vite. Tout à l'heure, je parlais de mes distances de déplacement. Triton palmé 100 mètres, 100-200 mètres. Un crapaud commun, c'est 2-3 km. Les tritons salamandres ne sont pas très mobiles. Les anours, les crapauds grenouilles le sont beaucoup plus. Ce que vous croisez souvent sur les bords des routes, là, on est écrasé malheureusement par les voitures, parce que justement, ils se déplacent et malheureusement, on passe les voitures. Donc du coup, ça montre qu'on a un bocage à Niort qui a encore des mares et qui sont de type bocagère. L'espèce d'après, forcément, c'est la grenouille rayeuse qui est présente un peu dans tous les types de points d'eau. Le crapaud épineux, qui est le nouveau nom du crapaud commun, parce qu'en fait, tout le monde, pendant longtemps, on les appelait le crapaud commun. Ils ont fait des analyses génétiques et le crapaud commun n'est présent qu'au nord de la Loire. Et nous, c'est Spinosus. On pense avoir Buffo, mais c'est Buffo spinosus. On a réussi un nom latin. Grenouille agile, qui est une espèce qu'on a dans tout type de points d'eau aussi. La rainette verte, qui est une espèce du bocage typique, mais qu'on a beaucoup moins présente. Le triton crété, qui est peu fréquent du tout, c'est le punk de nos tritons. Le triton de Blasius, qui est un hybride, et puis donc la rainette méridionale, qui a été trouvée il n'y a pas très longtemps. Donc on voit typiquement que c'est pas linéaire un cortège de biodiversité au sein d'une mare, ça peut changer d'une mare à l'autre et à l'échelle d'un grand territoire. Et donc le collègue a refait encore des analyses cartographiques, donc là c'était un autre, qui était moins punchy au niveau des couleurs. Typiquement, la barre en gauche, les virgules rouges sont les fronts de progression de l'écrevisse de Louisiane. Donc ça nous montre l'état des lieux de la progression de l'écrevisse au sein du bocage de Saint-Florent. Donc là, elles arrivent du Marais Poitevin vers l'est, parce qu'elles se déplacent très bien sur voie terrestre. Potentiellement, les poissons de Golfe vont peut-être en arrêter une partie. On va voir. Entre le xénope qui arrive du sud et l'écrevisse de Louisiane qui s'étend depuis le Marais Poitevin avec la régression générale des zones humides, on évite de penser à 30-40 ans. Bon, je crois que j'arriverai quand même à la retraite d'ici là, mais Marc, tu auras le droit. À droite, c'est la cartographie des mares avec leur niveau d'intérêt biologique. Non, oui, les rouges étant, il n'y avait quasiment rien, et celles qu'on voit un peu en jaune, la nuance de couleur n'est pas ouf, mais c'était des mares où il y avait une ou deux espèces seulement. Typiquement, les mares les plus à l'ouest sont beaucoup moins intéressantes. Et puis, tous les cercles là, c'est nos fameux ronds de 300-500 mètres, où on voit les connexions des populations. On voit typiquement que la fameuse mare du bois de la tranchée que je vous évoquais. Alors là, on s'est préoccupé que de Niort, on n'a pas regardé la commune au sud, mais elle se retrouve complètement isolée. Donc en plus d'être non gérée, elle se retrouve du coup complètement isolée en termes de dynamique de population. Sachant qu'on n'a pas pris en compte, là c'est là où l'écologie c'est un peu facétieux. La rocade de Niort nous fournit quelques bassins routiers et quelques bassins qui sont un peu favorables et qui ont des écosystèmes de mares. Donc quand on prend en longueur, ce serait plutôt favorable
avec des réservoirs de biodiversité qui sont ces bassins routiers, et des végétations permanentes le long de cette voirie-là. Donc en longitudinal, c'est plutôt favorable, et dès qu'on est en perpendiculaire, bah forcément c'est un obstacle majeur au déplacement des espèces. On a régulièrement de la mortalité de lapins, de crapauds, on a même du putois qui a été observé écrasé sur la rocade. Et typiquement, c'est un aménagement tellement ancien qu'à l'époque, ils ne se préoccupaient pas de prise en compte de la biodiversité du déplacement des espèces. Quand la LGV Tours-Bordeaux a été faite, qui a coupé en deux la région Poitou-Charentes notamment, nous on a que 19 km en Deux-Sèvres, je crois qu'il y a un ouvrage de franchissement pour la petite faune. La petite faune, ça va quasiment jusqu'à l'écureuil, le chevreuil. C'est comme des grosses buses, des gros systèmes busés par endroit. Il y en a tous les 300 à 500 mètres. On n'a pas ça sur cet aménagement-là. Les services nous ont dit qu'un jour ils passeraient à la rocade en 3 voies, on les attend. On suit tout ce qui est enquête publique, c'est là aussi où les naturalistes de DSNA et le l'environnement se répondent. Le jour où ils veulent la passer en 3 voies, on va leur dire, nous d'un point de vue écologique, vous allez encore renforcer plus cet obstacle naturel, et du coup vous allez nous prévoir des ouvrages sous la voirie. Je pense qu'ils vont adorer la proposition. Et voilà. Je crois que j'avais encore d'autres trucs à vous dire. On n'est pas trop mal au niveau horaire, on pensait qu'on était. Mais si on est des bavards, on pensait qu'on serait plus long. Ça va. Donc si vous avez des questions complémentaires sur ce sujet-là, sur d'autres sujets de biodiversité, sur l'association, sur l'UPN, vous avez le droit. C'est juste une question. Il clignotait tout à l'heure, la pile est foutue. Il clignotait. Ça va pas mieux? Non, mais c'est simplement demander Désolé. quels sont les 3 batraciens qui n'ont pas été retrouvés de l'inventaire de 2000. Il y avait 3 batraciens. À Niort? Oui. Tu avais un tableau tout à l'heure, non, c'était sur les mares. C'était sur les mares de Gâtine. Oui. C'était sur le travail de marque, La je liste, crois, sur le travail de marque. c'était très difficile à lire. C'est la liste, voilà, s'il y avait une liste. Là, Donc la grenouille de l'Essona, oui, la petite ça, grenouille verte autochtone. 3 batraciens par Ouais. 9 des espèces en question. Donc grenouille. Non retrouvées. Pelophylax lessonae, pardon, ou Pelophylax lessonae. Une petite grenouille verte qu'on n'a plus que sur l'étang de la réserve naturelle régionale, même si certains espèrent la trouver ailleurs. La lite accoucheur, il y avait que 2 démarres où on l'avait trouvée. Pourtant, c'est une espèce qui est assez adaptable. Le crapaud accoucheur, donc c'est le petit crapaud qui se reproduit notamment au jardin des plantes, qui siffle un peu comme le petit duc. D'ailleurs, c'est une blague d'un aménagement qu'on a fait avec la ville de... Enfin, c'est une blague. Le jardin des plantes, c'est un des espaces les plus protégés de Niort. Et on avait fait une sortie nature il n'y a pas très longtemps avec un gros article de presse, parce que quand on veut signaler quelque chose, on aime bien le valoriser dans la presse, au moins on sait qu'on a une preuve, qu'on a informé le propriétaire qu'il y avait une présence d'espèces protégées. Donc on crée potentiellement une jurisprudence comme ça. Et donc on fait l'animation, et 6 mois après, la ville, les agents étaient en train d'emmurer tous les murs en piercé du jardin des plantes. On fait, non mais on vous a dit qu'il y a du crapaud accoucheur qui se mettait dans ces fissures-là. On a dit stoppez tout, et si vous ne stoppez pas, on vous prévient, on va s'énerver. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là ça marchait, parce qu'on est partenaire. J'avais pris ma grosse voix. Et du coup, ils ont stoppé le chantier, on a échangé sur qu'est-ce qui était à faire. Donc ils ont refait du jointoiement de murets de pierre sèche beaucoup plus light. Et surtout, ils ont créé des trous dans les talus. Ils mettent un muret, il y a le talus de terre. Et ils avaient fait un trou derrière le muret en pierre sèche, avec une entrée, et qui servait de site où les crapauds pouvaient hiberner. C'était une image très aménagement de territoire. Ils ont appelé ça une crapaudine. Donc si vous avez un dictionnaire, vous savez qu'une crapaudine, c'est pas tout à fait ça. Qui a la définition d'une crapaudine, parce que... La crapaudine, c'est ce qu'il y a dans les gouttières pour empêcher les feuilles de... Ah, je connaissais pas ce terme-là. descendre dans la... Si tu remontes plus dans le temps, personne de la crapaudine? Ah, c'est une betterave. C'est une pièce d'artillerie. C'est aussi une variété de betterave. Ah, peut-être. Ah.
C'est que t'as pas vu mon potager, sinon je sais pas ce que c'est. T'es d'accord? Et du coup, la troisième espèce, pour répondre à Simone, c'était le triton de Blasius, donc l'hybride entre le marbré et le crété, qu'on avait vu que sur un seul des points. Et potentiellement, il y a un biais prospecteur parce que remplace Alexandre aux inventaires, Marc a pu passer à côté, c'est possible. Oui, puis les probabilités de détection de cette espèce sont très faibles. Avez-vous d'autres questions? Vous aviez l'air d'être un peu contre les poissons et les mares, donc ça ne s'entend pas. Parce que alors moi, j'ai pas une grande mare, mais vu j'ai des poissons, dont des carpefeuilles, mais les grenouilles, bonsoir, ils ne doivent pas manger les œufs. Parce que... Il n'y a que les grenouilles vertes, le crapaud commun et le crapaud accoucheur qui survivent aux poissons. Après, moi, je ne sais pas... Alors, les poissons, ils ont deux types d'impact. Les herbivores, type les carpes, elles vont consommer la végétation aquatique sur laquelle il y a les pontes. Et surtout, la carpe a l'habitude de fouiller la vase. Donc elle va remuer en permanence la vase. Et là, au niveau de turbidité de l'eau, si vous voulez une mare qui n'est pas transparente, je pense qu'elle n'est pas transparente, votre mare. Si, quand même. Mais moi, je préfère quand elle n'est pas trop, parce que les hérons, ils aiment trop quand c'est transparent aussi. Oui, mais du coup, quand c'est plus transparent, ils prélèvent plus de poissons, donc c'est bien. Oui. Non, moi, je veux garder mes poissons. Et puis l'autre impact des poissons sur les points d'eau, quand ils ne sont pas herbivores, c'est les carnivores. Typiquement, vous mettez un brochet, un sandre, un black bass, bah forcément ça va consommer les amphibiens et tout ce tas de larvaires. Mais après, moi, c'est pas la même taille, j'ai un petit bassin. Et typiquement, l'étang qu'on a sur la réserve naturelle, il a été créé au XVe siècle par les moines. C'est un étang en berge en pente douce parce que c'est les étangs typiques pour faire du brochet et du poisson blanc. Le propriétaire, quand il y a eu le projet de conservation, avait tout mis en carpe parce qu'il faut produire, projet économique, on va mettre des carpes, on les sort tous les ans et c'est vendu. Sauf que du coup, la végétation aquatique a quasiment disparu. On avait même, l'étang forcément il varie de hauteur, on avait même une marche à peu près de cette hauteur-là, sur l'endroit où jusqu'où les carpes arrivaient. En fait, on avait la végétation, une marche, et l'endroit où jusqu'où l'eau arrivait, tellement elles allaient brouter jusqu'au bout. Le propriétaire, la copropriété a changé, il a vidé l'étang, il a enlevé les carpes, il a remis du poisson, même si on était en projet de réserve naturelle, donc il a mis du brochet et du poisson blanc, dans des densités convenables. Il ne s'agit pas non plus de faire une surdensité, de toute façon les poissons ne survivront pas. Et on a 5, 6, 7 espèces d'amphibiens qui se reproduisent dedans. Et ce qui est rigolo, c'est que les grenouilles vertes, on a les 3 espèces ou variétés d'espèces selon l'emplacement dans la mare. Chacune a sa ceinture où elle est présente. On a des rainettes, de la grenouille agile, des espèces qui sont bouffées par les poissons. Mais comme la densité de poissons est assez faible, il y a un équilibre qui se fait. Donc j'ai peut-être été un tigriste en disant, et Marc aussi, pas de poissons, c'est ce qu'on préfère. Mais quand la chaîne alimentaire est à peu près respectée, ça peut se tenir. Je suis loin d'être un spécialiste en permaculture, mais les maraîchers qui utilisent la permaculture savent l'importance des mares pour leurs exploitations, entre autres en apport d'humidité, en les plaçant à certains endroits par rapport au vent dominant, en utilisant des ajoncs, l'intérêt aussi des batraciens. Vous avez là peut-être, à travers les maraîchers et ce type de maraîchage qui peut se développer dans le département, des alliés pour créer de nouvelles marques et favoriser en tout cas leur pérennité et mettre en avant leur utilité. Oui, carrément. Je ne sais pas si vous avez des contacts avec le maraîchage. Peut-être ça pourrait être intéressant. Carrément, ça a noté. On a on a déjà du mal à avoir des contacts avec les éleveurs parce que les agriculteurs, c'est un des publics les plus difficiles à toucher, à rencontrer, etc. Les mares perdues. Il y a moins de bétail et plus de céréales, le maraîchage et ces techniques de maraîchage se développant, ça peut être une petite bouffée d'optimisme. Carrément. Et c'est vrai que typiquement, on est sur un exemple, la mare, c'est une zone humide presque du quotidien, un milieu naturel ordinaire. On se dit, il y en a eu, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Les chiffres sont là, on est en train de les perdre, et chaque petite action d'avoir une mare, de bien la gérer, d'inviter des personnes à en avoir, voilà, c'est toujours ça de prix. Typiquement, c'est la slide qui me manquait, j'ai oublié de faire cette diapo-là. Là, actuellement, on est en train d'essayer d'impulser un projet de création et restauration avec les éleveurs de Gâtine, les éleveurs à l'herbe, parce que on a peu de possibilités d'apporter un soutien aux agriculteurs, mais par contre, on sait chercher certaines subventions pour potentiellement les épauler. Et on s'est rendu compte, typiquement, on avait aussi
presque des stéréotypes. Pour nous, typiquement, c'est l'image que j'ai montrée tout à l'heure, pour nous les mares c'est un point d'abreuvement pour les bovins, et les ovins étaient trop sensibles en termes de parasitisme, notamment la grande douve, etc. Alors qu'en fait c'est plutôt l'inverse. Toutes les exploitations quasiment qui utilisent encore des mares pour l'abreuvement sont des éleveurs ovins, et c'est plutôt les bovins qui les ont retirés, et sont notamment liés au cahier des charges, notamment les cahiers des charges de la belle rouge partenaise. Est très prudent sur le parasitisme des animaux. Après, c'est aussi la sélection génétique qui fait que les animaux sont peut-être des fois moins rustiques et moins capables de résister. Donc tout ça, c'est un cycle. Et ça a ses impacts sur la matrice paysagère et sur le devenir des mares. On a un agriculteur qui nous a contacté il y a 2 ans. Son père, quand il lui a lâché l'exploitation, il avait mis toutes ses mares en exclos. Il avait fait des points d'adduction, des abreuvoirs, et plutôt que de connecter la mare à l'abreuvoir, parce que du coup, pour lui, il emmenait du parasitisme, il l'avait connecté à l'adduction d'eau potable. Sauf que au niveau des dépenses de la ferme, c'est 2-3 000 € par an qu'il doit dépenser, et il a quand même des problèmes de parasitisme dans sa ferme, au niveau de son troupeau. Donc ce qu'il a fait, c'est que là, pour lui, il va réouvrir ses mares, remettre en connexion la mare et l'abreuvoir, parce qu'il a besoin de ces 2-3 000 € d'économie, à l'échelle de son exploitation, c'est une grosse marge, et d'avoir un système plus résilient, parce que le devenir de l'agriculture, et en particulier de l'élevage, mais aussi du maraîchage et de la permaculture, c'est la résilience. C'est pas d'alimenter les COP agricoles, Crédit Agricole, enfin les banques et tout ça. C'est plutôt moins on dépense, plus on est résilient et plus ça fonctionne. Et les mares font partie d'un point d'abreuvement naturel plutôt que d'amener de l'eau potable. On a réussi, personne ne s'est endormi, hein. C'était notre défi, hein, Lucas. En fait, on a posé des questions tout le long, et c'est comme ça que nous on aime bien que ça fonctionne, que ce ne soit pas trop à la fin, mais qu'on puisse réagir au fur et à mesure. De toute façon, parfois c'est moins confortable pour les intervenants. Ça nous fait du bien, ça nous coupe aussi. Une fois qu'on est lancé. Merci en tout cas de votre présence. Si je peux me permettre, encore une question. Si vous Il y a une voulez dernière question. Juste, c'est technique. Est-ce qu'on pourra récupérer votre présentation pour le mettre sur notre site web avec la vidéo afin que les gens puissent retrouver les chiffres? Merci beaucoup. Et si vous justement vous voulez nous aider à trouver où sont aussi nos mares, il y a des formations comme on évoquait tout à l'heure précédemment là, qui auront lieu samedi prochain. Si vous voulez à Saint-Romain-des-Champs, c'est pas encore trop loin. Et après au niveau de Pascal, donc, tout en haut à gauche, il y a aussi des fiches de papier donc, qui permettent justement de caractériser des mares, donc si vous êtes intéressé de caractériser. Et aussi une petite fiche normalement pour un peu émarger si jamais vous êtes intéressé pour justement participer un peu à cet inventaire, à ce recensement des mares, à noter vos coordonnées, comme ça nous on peut vous recontacter et afin justement de pouvoir faire ces ateliers un peu d'inventaire des mares un peu partout dans le département comme aura lieu samedi. Donc le plus simple pour retrouver le lien Lismap qu'on avait mis là, c'est d'aller sur notre site internet, il y a une page comment faire l'inventaire des mares, on dit comment il faut faire, et il y a le lien vers l'interface cartographique. Parce que je pense que le lien là n'était pas facile à recopier et à remettre après dans sa barre de recherche. Sur le site de DSN, il y a toutes les infos, et il y a ça sur le flyer de Pascal. Et il y a un QR code. On est 2.0 dessus. Merci de votre présence. Merci pour cette première conférence. Moi, je m'inquiétais de ne plus voir de salamandres au siècle dernier. On en voyait en se promenant. Dans quel secteur? Est-ce qu'elles disparaissent? Globalement, c'est comme tous les amphibiens, ça ne se porte pas super bien. C'est pas une espèce typique des mares. Typiquement, dans le Mélois, le Haut-Val de Sèvres, on l'a essayé. Comment? Dans le Mélois? Ouais, parce que c'est une espèce qui a trouvé beaucoup d'habitats de substitution dans les lavoirs notamment. Et on essaye de trouver une solution d'ailleurs au prélèvement d'eau dans les lavoirs parce que ça a toujours servi historiquement pour remplir les tonnes à eau et aller alimenter le bétail. Sauf que du coup, il y a des amphibiens qui doivent y passer. Et sinon, après, c'est une espèce forestière par nature. Et le département, c'est l'un des moins forestiers de France. Donc c'est vrai que vous avez l'image de la forêt de l'Ermitain, il y en a aussi en forêt de Secondini. Alors on l'a en différents endroits sur des zones humides dans des dépressions temporaires. D'ailleurs, qui sait pourquoi la salamandre n'est pas la même que tout le monde? Elle est à part chez les amphibiens. Prochaine conférence DSN avec l'UPEN, vous révisez vos cours de bio. Hein. Sinon, vous faites un cours de bio. Hein? Non. Alors je vous donne un indice, comme la vipère chez les reptiles. Ah, la pupille.
Non. C'est la reproduction. Ouais, la reproduction, ouais, ça chauffe. Hein? Presque. Elle est ovovivipare. Elle fait son œuf, il se développe dans le corps, mais en fait on la voit accoucher. Et voir un accouchement de salamandre dans une petite ornière, c'est quand même magique. Parce qu'en plus elle aime pas l'eau. Hein. Elle aime bien quand c'est humide, mais elle aime pas l'eau. Donc elle vient juste, elle accouche et elle repart du point d'eau. D'ailleurs ça se voit, c'est l'une des moins palmées, l'une des moins à l'aise pour se déplacer dans l'eau. Elle aime pas ça. Alors qu'un triton, il a sa queue qui s'aplatit, il a une palmure, etc. Merci. Merci à tous. Merci.